Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com. On a un peu de soleil, il y a beaucoup de nuages, mais on a un peu de soleil. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on est mardi, le lundi est passé. Quand le lundi est passé, je sens déjà l'aubergiste cogner à la porte et lancer le week-end. Regarde, je suis un éternel optimiste. Et en plus que la météo, en tout cas, je n'ai pas vérifié, mais hier, je sais que... regardons donc live, voir ce que la météo nous dit pour la fin de semaine qui s'en vient, voir si ça a changé. La fin de semaine... Oh non! Un peu plus frais que prévu. Mais full boule de soleil au Québec. Full boule de soleil. Donc, à partir de jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, on a... vive ces... Regarde, moi, je suis un peu le genre de Robin des boules. Donc, je vous donne des boules pour toute la fin de semaine. C'est parfait pour moi. J'ai loué un chalet à Stoneham. Wow! Donc, ça va être il y a un gros party à Stoneham familial. Donc, c'est le fun, il va faire beau. Est-ce que vous allez manger des burgers? Est-ce que vous allez faire un genre de party de burgers avec des boulettes de pas de viande? Non, je pense pas. Non? Je pense pas, mais... Je suis un peu en vacances. Je vais être en vacances en fin de semaine, donc la bouffe, je m'en occupe pas. Pour vrai? Ça, là, c'est des vacances. Là. Qu'est-ce qui arrive, sérieux? C'est ma blonde qui s'occupe de ça. Ta blonde s'occupe de faire livrer de la bouffe? Non, mais c'est elle qui s'occupe d'acheter la bouffe et de faire la bouffe. Ben voyons donc! Je te jure, je suis en vacances. My God! Ça, c'est le fun. C'est juste que j'ai vu qu'en Europe, je pense que McDo, est-ce que c'est... Oui, c'est ça. Donc, McDo, en Europe, selon le quotidien britannique The Guardian... Donc, McDo vient de stopper la vente du McPlant. McPlant? Donc, son premier burger steak végétal. Si vous travaillez avec des gens qui sont dans le domaine de l'alimentation, vous allez voir également que s'ils vendent des produits vegan, eh bien que la mode est déjà terminée, les amis. C'est déjà terminé, là, la mode. C'est terminé. Vous autres, votre burger, là... Est-ce que vous le mangez avec de la viande, avec des plantes ou avec des bébites? Oui, c'est-tu de la farine de bébite? C'est des bébites à manger, votre burger, là. Ouais. Le pire, c'est que j'ai jamais goûté. J'ai jamais mangé un burger Le au seul plant. burger que j'ai mangé, c'est celui de Normandin. Et leur boulette n'est pas faite par pas tant de choses, la compagnie Beyond Meat. Beyond Meat. C'est Denis qui a fait sa boulette lui-même avec des légumes. Et sérieusement, c'est vraiment un bon burger. C'est très, 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 très bon comme burger. Mais tu sais, je veux dire, tu payes un burger, tu vas avoir un vrai burger. Tu veux pas, mais il y en a qui y tiennent. Mais semble-t-il que c'est vraiment la fin de la vague de vegan. Quelqu'un qui achetait des actions de Beyond Meat. Oh, ça, j'aime ça. Il n'y a pas si loin que ça, là, en octobre 2020. Donc, les parts valaient aux alentours de 200 $ l'action. Ils sont à 15 piastres, par exemple. Et ça vous tente, là. Oh, ouais. Mais le problème, je vais te dire, il est où le problème? C'est qu'il faut que... C'est pas le problème c'est pas le produit en tant que tel, dans le sens que c'est correct, là. C'est-à-dire, c'est bon. Ah, mais c'est bourré de chenoute. Mais l'affaire, c'est ça. Mais pour être bon, il faut qu'ils mettent beaucoup de sel, beaucoup de choses dedans. Sinon, ça ne goûterait rien. En réalité, il faut que ça goûte quelque chose. Donc, d'un côté, tu as du bœuf. C'est quoi l'ingrédient? Bœuf. L'ingrédient, c'est quoi l'ingrédient? Il y a un ingrédient marqué bœuf. Bœuf. L'autre bord, tu as une liste d'à peu près 1 pied de long. Ouais, c'est d'ingrédients. Plein d'affaires bizarres. Il est là le problème. Tu sais, c'est drôle. Hein? Hey, Stéphane Bruyère est avec nous autres. Il est avec nous sur Radio Pirate Prime. On a jasé pas mal ce matin. On a eu un gros segment de 30-35 minutes avec notre chum Éric Duhem qu'on vous présente intégralement. Donc, ça vient de Radio Pirate Prime. C'était ce matin. On vous l'offre pour Radio Pirate Live dans le prochain bloc. Jonathan Hamel va également jaser de cette discussion-là qu'on a eue un peu plus tard dans le bloc d'après, dans le bloc C. On aura une boîte à Jerry. Donc, avec notre ami Steph, on a parlé d'économie en général puis de comment ça se tient en ce moment. Mais pourquoi je m'en allais où avec ça? On parlait de quoi déjà? On parlait de viande. On parlait de viande après ça. Ah non, c'est ça, des histoires d'ingrédients. Ah, les ingrédients. C'est comme, on parlait avec PO la semaine passée, on a fait une petite réunion parce qu'on va vous offrir sur Radio Pirate Live prochainement, on va vous offrir une fois par mois
la recette Fire Barn du mois. Le premier est ce vendredi. C'est ce vendredi-là? Oui, monsieur. Wow! Donc, ce vendredi-là, on va faire ça. Et on fait quelque chose de bien simple. On fait quelque chose, bien, c'est sûr, avec soit des épices, soit... les épices à steak de Fire Barn sont vraiment hot, là. Vraiment, vraiment, vraiment hot, by the way. Mais, tu compares leur sauce barbecue, tu regardes les ingrédients. Vous pouvez acheter de la sauce faite par, je sais pas moi, Heinz a plusieurs sortes de sauces. Heinz, là. ont beaucoup, exactement. Ils ont Heinz, ils ont Kraft, ils ont Bullseye, ils ont Diana. Diana, ouais. Mais tu sais, c'est des sauces correctes, là. Je veux dire, surtout s'ils viennent en spécial. Vous faites ce que vous voulez, là, vous mangez ce que vous voulez. C'est juste que quand vous comparez le nombre de noms qu'on ne connaît pas dans la liste des ingrédients et que vous comparez un produit plus maison, un peu plus local, oui, il y a une maudite différence à ce niveau-là. Tu as l'impression de manger plein d'affaires que tu connais pas, sauf des affaires que tu connais. Tu comprends ce que je veux dire? Puis c'est un peu ça, les burgers, les boulettes. Moi, j'ai regardé à un moment donné. Je n'étais pas fermé à ça. J'ai reculé face au prix. Je veux dire, si tu veux me vendre de quoi motive-moi par quelque chose. Là. Je le sais que je ne mange pas de la viande. Je sais que le bœuf est plus cher maintenant. Donc, si tu veux que je me garoche sur ton produit, essaye de t'arranger pour que ton produit soit moins cher que le bœuf. Mais il était plus cher que le bœuf. Et à un moment donné, je me suis mis à regarder. Il y en avait. Là, je ne sais plus s'il y en a encore, mais je sais que les épiceries ont été obligées d'en avoir pendant longtemps. Puis souvent, ils l'achetaient dans les conteneurs parce qu'ils ne vendaient pas. Mais j'avais regardé les ingrédients avant que ça devienne un genre de buzz. Moi, je dis non, moi, je ne me garoche pas là-dedans. Là. J'ai l'impression de manger de la viande synthétique. J'avais pas l'impression de manger une boulette végétale qui allait goûter la viande. J'avais vraiment l'impression, d'après les ingrédients, de manger une patente synthétique. Puis ça m'intéresse 0. Bon, qu'est-ce qu'on a vous jaser? On a parlé avec Steph Bruyère parce que on dirait que hier, on a parlé du prix du baril de pétrole, le Jerry. On a dit, coudonc, le baril de pétrole baisse. Puis à la pompe, on n'est jamais à 1,64. Donc, on n'a pas beaucoup de breaks. Si on compare aux autres provinces, si on compare aux autres États américains, on n'a pas beaucoup de breaks. Là. On est vraiment jamais à 1,64. Donc, en principe, on devrait payer, même si le dollar canadien est à 73 cents ou à peu près, on devrait payer aux alentours de 1,38 et 1,39. Gardez l'histoire. Là. Allez voir le graphique du prix du pétrole. Puis vous pouvez également aller voir le prix du dollar canadien à ce moment-là, si vous voulez être plus juste encore. Puis vous allez voir que c'est facile à comprendre. Là. C'est pas pour rien que dans le coin de Edmonton, Calgary, on paye aux alentours de 1,28, 1,29 plus probablement que 1,64. Donc, on est vraiment dans les plus chers en Amérique. On est les plus chers. On n'est pas dans les plus riches, mais on joue la game des riches, mais on paye notre essence très, très cher. Ça a des répercussions sur tout ce qu'on consomme. On comprend ça. Donc, pas grand break à ce niveau-là. On ne semble pas avoir de break à l'horizon. Ça nous stresse un peu, ça nous inquiète un peu de savoir vers où on s'en va au niveau économique. On est toujours au Québec dans l'histoire du pamphlet. Là. On est dans la patente du pamphlet. Moi, j'ai trouvé que l'histoire est exagérée à mort. Là. Je peux comprendre, pour question de principe, que c'est pas correct de prendre le pamphlet d'un compétiteur puis de le mettre à la poubelle. Mais je veux dire, là, je pense qu'on exagère un peu. Mais le PQ est très content parce que le PQ va probablement être capable d'avoir le chef élu à l'Assemblée nationale avec le fait que QS a enlevé hier la madame qui volait des pamphlets. Et puis, il y a une autre histoire avec la CAQ et le PQ. Là. Il y a un pamphlet gate. Là. Il y a un pamphlet gate. Il y a un pamphlet gate, mais je veux dire, pendant ce temps-là, la viande est chère, tout est cher, puis le gaz ne baisse pas. Et les maisons, le premier acheteur, y a-tu quelqu'un qui va vouloir prêter un premier acheteur en ce moment? Parce que là, on nous a dit, on va corriger la gaffe qu'on a faite. On a fait une gaffe. Là. On a fait une gaffe de, d'abord, mal réagir à la COVID. Trop de lockdown, trop d'histoires. On s'était emparés. Là. La peur nous a mangé, la peur nous a menés. On a vu qu'on était menés par une gang d'imbéciles qui n'avaient pas de couilles ben, puis finalement, ils ont écrasé toute la gang et ils nous ont fait très, très mal. Ils ont fait très, très mal à l'économie. Ils nous ont, pendant 2 ans et demi de temps, empêchés de vivre, ils nous ont empêchés de sortir, ils nous ont empêchés de fonctionner comme on fonctionnait auparavant. En fait, ils ont mis tous les bâtons inimaginables dans les roues de l'économie. Et pour compenser ça, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné des chèques à tout le monde, ils ont donné des chèques à des entreprises, ils ont investi de l'argent à profusion, ils ont imprimé en milliards pendant 2 ans et demi, à peu près le même montant qu'on avait accumulé en dette depuis 30 ans dans l'histoire du Canada. Avant, on n'avait pas de dette. Et quand Pierre Elliott Trudeau est arrivé, il a commencé une dette à partir de 1 $. Et là, ça s'est amené aux alentours de 250, 300, 350 milliards. On a imprimé à peu près cet argent-là aussi en même temps pendant la COVID. C'est incroyable. C'est incroyable, ça.
Donc, là, on a mis ça dans l'économie. Qu'est-ce que vous pensez qui est arrivé? Les gens ont commencé à avoir de l'argent à rien faire. Les prix ont explosé parce qu'il y avait énormément d'argent dans le marché. La bourse a explosé. Tout le monde est devenu comme un peu plus riche. Alors qu'en principe, alors que l'économie est arrêtée, qu'on est en lockdown, on aurait dû devenir toute la gang plus pauvre. C'est l'inverse qui est arrivé. Mais ça, ce genre de cadeau-là, ça veut dire ça n'arrive pas sans conséquences dans un futur très proche. Et là, on le vit, les conséquences de ça. C'est pas la Russie. Oui, bon, une petite affaire de garde, mais on est au Québec. Là. C'est pas la Russie, c'est pas... Non, c'est nous-mêmes. C'est par nos décisions sur la COVID. C'est par l'imprimage d'argent à profusion par un premier ministre un peu comme plusieurs pays. Il y a des pays qui n'ont pas fait. Ces pays-là n'ont pas l'inflation qu'on a. Les pays qui ne l'ont pas faite ne l'ont pas. Mais tous les pays irresponsables qui se sont comportés en un genre de mini-dictateur autoritaire pour nous embarrer, nous empêcher de voyager, nous traiter de non, nous diviser, etc., pour compenser dans cette direction un peu folle dans laquelle on était, ils nous ont bourré de cash. Et là, ils ne voulaient pas qu'on sorte. Hein. Ils voulaient qu'on prenne le cash entre nous autres, etc. Ça l'a fait bouillir l'économie. Et là, aujourd'hui, on vit une des inflations les plus sévères depuis 1979, 80, 81. Et là, on a ça, puis là, on ne sait pas trop comment réagir avec ça. Qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, vu que l'argent ne coûte rien, et que les maisons sont rendues à des prix de fou, on va corriger la gaffe en augmentant les taux d'intérêt. Donc, le taux directeur de la banque. On dit, OK, on augmente. Là, c'est à coût de 0,75, puis à coût d'un autre 0,75. Je me demande s'il n'a pas fait un à un moment donné. Ça, là, des 0,75 sur 0,75, là, ça se fait pas chaque année. Hein? Puis je sais que c'est technique, si on vous dit là. Puis je sais que c'est plate de parler de ça. Mais c'est pour ça que tout ce qu'on paye, on le paye cher. Mais là, ils ont essayé de nous corriger ça, Steph. Tu vas me dire comment ça va dans le marché de l'immobilier parce que, en principe, d'augmenter les taux comme ils le font, ça devait arrêter l'inflation. Ça devait créer un genre de pause pour le prix des maisons, même avoir une petite correction rapide de 5-10 %, peut-être une de 15 peut-être même 20 % sur du moyen terme. Mais sérieux, on augmente les taux, on fait souffrir les gens, on leur demande de payer plus cher leur montant mensuel par mois sur une hypothèque à taux variable, on leur demande d'avoir une hypothèque plus élevée si on a acheté leur première maison cette semaine. Mais la réalité, c'est que les prix sont encore dans le piton. Le litre d'essence n'est pas encore achetable. Les légumes ne sont pas achetables. La viande n'est pas achetable. Les étudiants se plaignent en ce moment qu'ils n'ont pas d'argent et qu'ils doivent aller dans les banques alimentaires, ceux qui sont à l'université, pour essayer d'arriver. C'est la débandade partout. Est-ce que ça a marché? Parce que les gens qui essayent de corriger la catastrophe économique qu'ils ont créée, c'est les mêmes. Là. C'est les mêmes teutons qui essayent d'arranger la gaffe économique qu'ils ont créée en injectant des milliards. Et by the way, ils continuent de le faire. Là. À chaque fois qu'ils vous donnent un chèque, c'est un chèque sur la dette. C'est pas de l'argent qu'ils ont dans un compte courant. Là. C'est de l'argent créé qui fait juste mettre de l'huile sur le feu. Il n'y a rien de ça qui est simple dans une économie qui est en train de se faire malmener par l'inflation. C'est vraiment, vraiment grave ce qu'ils sont en train de faire. Et là, les gens qui ont créé ce problème-là, qui nous ont tous appauvris, toute la gang, là, ces gens-là disent on sait quoi faire, nous autres. Ah ouais, mais nous autres, les innocents, on les truste. Ah oui, ils savent quoi faire. Mais non, tu ne peux pas truster celui qui t'a mis dans la marde. Donc là, ils ont dit, ce qu'on va faire, on va augmenter les taux d'intérêt. Parce que là, avec les taux d'intérêt, l'inflation va arrêter, le prix des maisons va se stabiliser, il va même descendre, la main-d'œuvre va descendre, les coûts de construction, etc. Ah ouais? La bouffe est encore chère. Très cher. Le gaz est encore cher. Très cher. Le coût de construction est encore extrêmement cher. Les maisons existantes n'ont pas baissé. Les voitures usagées n'ont pas baissé comme on nous l'avait dit. Finalement, il ne se passe rien. Qu'est-ce qui arrive dans le domaine de l'immobilier? L'as-tu la correction, Steph? Pas vraiment. Il n'y a pas de surenchère, mais les ventes sont encore là. Les acheteurs semblent encore là. J'ai vu des condos. Tu m'as montré un condo. Oui, qui vient d'être vendu à Sainte-Foy, dans le coin du... 400... dis-moi le nombre de pieds carrés. 400... Tu me dis 425 pieds carrés, ça se peut-tu? De souvenir de même, 425 pieds carrés dans le coin 433 pieds carrés. Ah, excusez-moi, c'est beaucoup plus grand. 433 pieds carrés, combien? combien? On va faire un chiffron, 240 000 pièces. Wow! Ça fait combien, ça, du pied, le prix par pied? On l'avait calculé exactement, 553 pièces. Donc, il y a un acheteur.
Tu sais, on se disait, OK, ils montent les taux d'intérêt, ça va calmer un peu les choses, ça va ramener des prix décents pour tout le monde. Les prix ne descendent pas. On est juste plus pauvres. Simonac, ça va finir comment? Et l'autre affaire, c'est que, bon, quelqu'un qui vend sa maison, c'est une bonne nouvelle, il vend sa maison 700 000, en réalité, elle vaut peut-être 600 000. Il vend 700 000. Il va s'acheter une autre maison ou un condo, il paye 500. Lui, c'est pas grave. Le fils à Jerry, Oui. lui, il n'a pas de maison. Moi, il est en attente. Là. Il est en attente. Il y a de l'argent, là. Il y a de l'argent pour donner du cash. Puis dans 1 an, ça va être ta fille. Je vais t'en l'annoncer. Là. C'est ta fille qui va avoir sa maison. En passant, les gens qui veulent ramasser du cash pour acheter une maison, là, ça vient de passer de 43 mois à 62 mois pour accumuler la mise de fonds. Wow! Est-ce que les banques veulent passer en ce moment un premier acheteur? Ben, la réponse est oui. Ils veulent? Ben oui. Tant OK. que- si tu donnes 5 de mise de fonds puis le prêt est assuré par la SCHL, je vais te le faire, le prêt. J'ai pas de risque, moi. Le prêt est assuré par la SCHL. Ouais, mais est-ce que les banques, des fois, ont peur à une correction? Moi, ce qu'on me dit, c'est que les banques, des fois, ils ont un peu peur. Là. Ils sont plus mollos à donner des prêts. Ouais, ils sont pas mal plus chatouilleux, ça, c'est sûr. Ils checkent un peu plus. Ouais. Et là, il y a le problème, je pense, c'est ceux qui sont dans le portefeuille actuellement. Je m'explique. RBC, il y a 3 semaines, nous ont signifié que 80 000 clients qui ont des hypothèques à taux variable qui vont avoir des petites lettres ou des appels. HSBC nous stipule... Et qu'est-ce qu'ils vont qu'il y a leur dire au téléphone? Ben, par exemple, que on a un exemple là, dans le secteur de Vancouver, là, OK, en tout cas, parce que HSBC, beaucoup dans le secteur de Vancouver, Toronto, les grands centres urbains, là, les versements hypothécaires, parce que les gens vont dire, bon, j'ai une hypothèque à taux fixe. C'est une chose, bon, puis par exemple, si vous avez une hypothèque à taux fixe, Nous autres, c'est correct jusqu'au temps que ce soit fait. relaxez, ça va, relaxez. Mon échéance, Stéphane, Ouais, mais attends un peu, est là. au mois de juillet Quelqu'un l'année qui est à prochaine. taux fixe puis qui, dans 1 an, mettons, il est à C'est taux là, là, fixe, je m'en là, vais. il est 5 ans, il est rendu à sa 4e année. Il était à 2,9. C'est là. Ouais. Lui, il n'a pas hâte que ça s'en vienne. Là. Cette année-là, il va essayer de la ralentir. Là. Là, actuellement, là, on a une hausse. C'est moi qui ai cogné sur sa table. Actuellement, on a une hausse du taux d'intérêt. Là, au moment où je te parle. Ce Tiger, quand j'ai il vu entend ça. cogner, Puis là, les taux vont être autour de 5, 5,5 dans le taux fixe. Fait que ton client, lui, là, va avoir une augmentation de 2 2,5 de son versement hypothécaire. donc, si mettons un prêt de 400-500 000, Apparaît. à de deuil. Mais là, il y a des clients, ceux qui sont en taux variable. Tu as 2 Ouais, types eux de autres, qu'est-ce clients qui à taux arrive, eux variable. autres? Tu as le taux variable, celui que c'est à chaque fois que la Banque du Canada augmente, mettons, de 0,5 %, ton versement hypothécaire a augmenté immédiatement. Il y en a d'autres qui mais il y disent... en a d'autres que ça n'a pas augmenté. Ça, c'est un produit très niche, OK? Pour ne pas les nommer Desjardins. OK? Desjardins, TD, Scotia sont amanchés de cette façon-là. Vous allez avoir une hypothèque à taux variable, mais on ne changera jamais votre versement hypothécaire. Votre paiement va tout le temps rester pareil. C'est magique. Un peu comme le gaz à 20 $. Ouais. Moi, ça me Je mets 20 pièces de gaz. Le prix du gaz, ça ne me dérange pas, je mets 20 $. C'est une C'est ça. vieille joke, là, mais c'est Oui, un peu ça. la métaphore est très bonne. OK. Mais là, c'est sûr que si le litre d'essence était à 25 cents, tu peux en mettre pour 20 $ du gaz. Oui. Puis tu vas en avoir beaucoup. Mais s'il est à 3 $ le litre, ben là, tu n'auras pas gros. Parfait. Fait que là, ta maison, tu l'as achetée quand? Oui. Tu l'as achetée il y a 10 ans. On chill. Oui, on chill. Parce que là, le prêteur, Parce que tu attaques un peu moins ton capital, mais... ton versement hypothécaire, là, on parle de ça, dans le temps du COVID, je payais pas cher, mon hypothèque à taux variable était à 1 1,1 1,2 J'ai des clients qui ont eu des hypothèques pendant 2 ans de temps à 1,1 Wow! 1,45 en variable. Il était en bas de 1,5 Et là, à un moment donné, ça s'est mis à monter. Le variable aujourd'hui est autour de 4,8-5 Si tu as acheté il y a 2 ans, avec 5 de mise de fonds, il arrive quoi avec ton prêt hypothécaire? Ben, ça veut dire qu'il l'étire sur beaucoup plus de mois ou d'années et tu ne paies que des intérêts au début. Et encore là, ça se peut que tu sois obligé de... Bon, fait que là, tout ce que je vous avance, parce qu'on s'en va vers un univers qu'on connaît plus ou moins. Ça va? Je reviens avec le client que ça fait 10 ans qu'il a acheté son Mais on prêt. s'en est parlé tantôt sur Radio Pirate Prime. Toi qui étais longtemps là-dedans, puis pas juste pour le secteur immobilier, à peu près tous les secteurs de l'économie. Quand on était jeune, on a lu des livres à l'école sur l'économie, on a lu des grands économistes du passé, que ce soit des gens un peu plus interventionnistes ou des gens un peu plus libre marché, etc. Il y a des livres qui sont des références pour à peu près tout le monde. Je vais ouvrir une parenthèse dans ce temps-ci. Jeff, là, au mois d'octobre, novembre, là, pour moi, là, courtier hypothécaire, là, ils nous font plein de présentations dans ce temps-ci là. Septembre, octobre, novembre, là, ils nous font plein de présentations. La SCHL, les économistes des banques. Puis là, voici nos prévisions Qu'est-ce sur qu'ils 1 an, disent, eux 3 ans, 5 ans. Voici un scénario qu'on prévoit ici. On a un scénario faible et fort. De 3 courbes, là. OK, donc Tu ils ça savent dans pas le trop. Là. milieu, tu as ça là ici, OK? Puis
Puis là, depuis une secousse, là, je me souviens, une des dernières, j'ai vu, c'était avec, j'en ai vu une la semaine passée avec Manu, mais des économistes chez BancNat, il dit, à Star, on fait juste ça sur un an, on se trompe tout le temps de toute façon. C'est ça que j'allais dire. C'est que toutes les bases qu'on a appris de l'économie, on est en train de tout crisser ça à la poubelle. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Et on dirait que avant, l'économie tenait sur des choses qui étaient des principes assez fondamentaux. Ouais. Là, les fondamentaux ont complètement disparu. Excusez-moi, là. Je ne sais pas où ça va finir, mais c'est peut-être parce qu'on vieillit puis on se dit, ouais, tantôt, on aura besoin de notre vieux gagné pour survivre. Moi, je suis très inquiet de mon vieux gagné. Je suis même très inquiet de l'immobilier qu'on pense. Je sais qu'il y en a qui vont dire, non, mais dans le temps, ça va. Attends un peu, là. La COVID, les dernières années, on a sacré tous les fondamentaux aux poubelles. Moi, j'ai l'impression que ça va finir, puis on va avoir mal au derrière, pas à peu près. On va se tenir la main ici en arrière, puis on va dire, si Bonac, qu'est-ce qui s'est passé pendant que je dormais, pendant les 2-3 dernières années? Il y a quelqu'un qui s'est amusé pendant que je dormais. Mm-hmm. Moi, je pense que ça va... Mon feeling, c'est... J'espère me tromper, mais les fondamentaux ont été sacrés à la poubelle dans tous les secteurs, incluant le tien, incluant celui de l'immobilier. Vous voyez, il ne réagit pas. Ça augmente les taux, ça augmente les taux, ça augmente les taux. Il n'y a aucune réaction, peut-être à quelques places. Dans les marchés où il y avait des chiffres qui étaient... Toronto et Vancouver, c'est spectaculaire. C'est ça, mais ça, c'était trop exagéré. Quand tu as une augmentation de versement hypothécaire de 3 000 $ par mois, là, c'est pas à Québec que tu vas voir ça. Là. Le reste, c'est ça. Montréal, Québec, les régions du Québec en ce moment, il n'y a pas de deal. T'sais, ton gars devait s'attendre à un deal, Jerry? Ben lui, regarde, ça fait quoi, 2 ans qu'il est prêt à acheter, mais là, à un moment donné, lui, il est seul. Quand tu es seul, il faut que tu payes tout. Là. Donc, il faut que tu sois encore plus précis dans tes calculs. Quand tu es 2, des fois, on s'entend-tu que, bon, on split tout. Mais quand tu es seul, là, l'électricité, telle affaire, tu es tout seul à payer. Là. Et puis ça vient vite. Là. Donc, lui, il a un plan dans la tête. Mais présentement, son plan, il retarde, mais il est prêt à bouger. Mais regarde, il attend comme... La mauvaise nouvelle pour lui. Je dis le deal. C'est pas un deal, Jeff, en tant que gros deal. Il attend une petite baisse pour rentrer. Oui, mais t'as peu. La petite baisse, si tu fais un calcul, c'est là que tu me reprends. Si, mettons, la maison qu'il regardait, qui est un bungalow de 1972, il y a un peu d'amour à mettre dedans. Il l'a à 380 000. Mettons qu'il y aurait eu une petite correction à 365. Mais que le taux d'intérêt à 380 000 était à 1,8. Et voilà. Et là, il est à 365 à 5 %. Puis il faut que je le qualifie à 7. 6 mois, 6 mois, comment il va faire? Il faut que je le qualifie 2 % plus haut que ce qui... il est là-dedans présentement, là. Il est là-dedans, il est en maudit, là. C'est clair. Il est en maudit. Quelqu'un qui est propriétaire tout seul maintenant, qui est capable d'acheter, c'est un riche. Oh, c'est clair. Je vais te dire peut-être, là, c'est une riche. Oui, c'est plus Parce une c'est riche. plus les femmes qui ont les meilleurs diplômes, salaires. les meilleurs salaires. Puis... Ça, c'est rendu ça, là. Ben, dans le secteur de Bourgneuf, moi, je peux te dire que c'est beaucoup des madames seules qui sont propriétaires. Ah oui? Ouais. Donc, les madames ont des bons salaires, puis les gars game. C'est plus ça. Ouais. Thank you, Steph. Les gens, si vous avez besoin de Steph Bruyère pour votre prêt hypothécaire, Steph Bruyère, facile à rejoindre. StéphaneBruyère.com. Jerry, es-tu prêt pour Éric Duhem? Oui. Es-tu prêt pour Joe Hamel? Oh que oui! Es-tu prêt pour la boîte? Oh oui! C'est tout ça qui s'en vient dans les prochains segments, ici même sur Radio Pirate Live. Mon nom est Jeff Fillion. Bon mardi. I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate. Radiopirate.com. Éric Duhem, bon matin. Bon matin, Jeff. Comment tu vas? Eh boy, ça va la pédale au fond depuis des semaines. Je savais que c'est une campagne qui était intensive, mais pas à ce point-là. On va te dire qu'on est anxieux. On est anxieux pour toi. Comment ça? On est anxieux. Ben, c'est les moments, c'est la dernière semaine. Ah, c'est le sprint final. Puis veut pas. On fera le bilan après de tout ce qui est arrivé. Il reste une semaine, mais là, on est dans le crunch de voir qu'est-ce qu'on fait pour la prochaine semaine. Nous, on ne peut pas faire autrement qu'inciter tous les pirates et tout le monde. Puis je pense que les gens sont très motivés à aller voter, en tout cas du moins les gens qui vont voter pour le Parti conservateur. Mais là, on est dans un crunch parce qu'on a de la misère à suivre les sondages. On a des sondages Main Street qui sortent aux 3-4 jours. On a Léger qui en fait de temps en temps. Les autres firmes de sondage sont quasiment disparues. Somme n'est pas là. Angus Reid, on n'a pas vu non plus. Mais il y a un écart quand même assez grand
entre Main Street, puis encore ce matin, le sondage de Léger Marketing, entre autres, sur toi et QS, OK? C'est le jour et la nuit, en fait. Ben oui, essaie de m'expliquer ce que tu vois là-dedans. Écoute, juste pour que les gens comprennent, là, dans le sondage Main Street d'hier, on est à quoi, 19 %? Ce matin, ils nous mettent à 15 dans le léger. Bon, là, tu dis 4 %, c'est peut-être plus 2, moins 2. Ça s'explique peut-être. Ouais. Mais QS sont en bas de 10, ils sont 5e dans le Main Street, ils sont 2e à 17 dans le léger à matin. Ouais. Là, tu dis, tabarnouche, comment ça se... Le PQ, même affaire, hein? Ils sont de 10 dans Main Street, 15 dans le léger. Oui. C'est plus des écarts, sont en dehors des marges d'erreur. Et on a vécu ça, nous autres, dans Marie-Victorin, avec Anne Casabonne. Rappelez-vous que tous les sondages nous mettaient entre 2 et 8. Le plus haut qu'ils nous ont mis, c'était à 8. On a fini presque à 11. OK. On était loin, puis la moyenne, c'était 6. Ils nous mettaient à 6. On avait 2 fois plus de votes que ce qu'ils nous ont dit. Donc, je sais pas. Puis il y a Claire Durand. C'est une prof à l'Université de Montréal, une sociologue spécialisée dans la méthodologie des sondages. Elle a dit que c'est pas une question de firme de sondage, c'est une question de méthodologie, de comment ils vont chercher. Main Street, ils appellent le monde au téléphone. Oui. Léger, c'est du web. Internet. C'est des sondages en ligne. Ça, c'est du web. Ça, c'est le Léo, l'application Léo. Et souvent, les gens me disent que sur Léger, quand tu commences à remplir le sondage, ils te refusent. Ouais. Donc, il y a des... Il y a 2 biais. Un, c'est que les gens font ça pour gagner des coupons. Oui, et puis il y a des points. Là. Ils te donnent des rabais à un magasin ou à un autre, là, puis il y a des courus de concours. Oh, je le fais moi-même. Moi, j'ai rempli des sondages longtemps. Là, je le fais moins, là. Puis il y a un nouveau système, là. Mais avant ça, il t'envoyait carrément un chèque, là. Ouais, c'est ça. 5 piastres, 10 piastres, 15 À cette heure, ils t'envoient plus ça. Est-ce que le Parti conservateur a assez une grosse machine pour faire du pointage à l'interne ou vous en faites pas? Oui, mais encore là, c'est biaisé parce que, tu sais, quand, mettons, moi, je me présente à la porte, bonjour, madame, allez-vous voter conservateur? C'est sûr que la probabilité qu'elle me dise oui est plus élevée. Oui. Fait que il y a comme un biais d'autosélection là-dedans. Mais pour revenir à Claire Durand, la sociologue de l'Université de Montréal, elle, ce qu'elle dit, c'est que quand c'est Internet, il y a toujours un biais plus à gauche. OK. Elle dit qu'aux États-Unis, c'est la même chose. Tu sais, elle regarde au niveau international, là, pas juste le Québec. Là, les gens qui répondent en ligne ont généralement un petit penchant plus à gauche. Fait qu'il faut toujours prendre ces résultats-là avec un grain de sel. Parce que les gens se demandent pourquoi on pose la question sur les sondages. Moi, les sondages, j'ai toujours douté depuis bien avant cette élection-là. Là, j'ai toujours trouvé qu'ils font trop souvent des erreurs quand il arrive le vrai résultat. Puis, il y a beaucoup de gens qui sont guidés par les sondages pour faire leur choix, puis ça m'énerve. Mais la raison pourquoi on en parle, c'est qu'il y a une grosse différence entre les deux. Parce que quand on fait les modèles, quand je te parlais de mon anxiété, c'est le travail qui était fait de 1 à, mettons, à 19 % et on arrive avec peut-être 0 élu. C'est dur, ça. C'est dur pour toi, c'est dur pour nous, c'est dur pour votre organisation, c'est dur pour la démocratie même au complet. C'est dur pour la confiance dans les institutions. Ben voilà, moi je pense que ça risque de brasser passablement si jamais, tu sais, je veux dire, dans le bon sens, là. Mais quand on fait les modèles, hier, quelqu'un envoyait des modèles, si jamais c'est Main Street et qu'on gagne 1 % dans la dernière semaine, on est à 20. Ça peut se traduire, il y a un threshold, il y a une ligne mathématique. Il y a une zone payante d'à peu près 1 %, peut-être entre 1 et 2 % de plus que ce que Main Street a. Et là, on peut penser même aller jusqu'à chercher 15 sièges. Ça monte très vite. Quand ça tu arrives monte dans la zone payante, vite. À chaque point que tu montes, là, c'est des sièges à chaque fois. Alors que pendant des semaines, des mois, quand tu pars de 10 à 20, là c'est des dents gravelles. C'est ça. Fait que c'est sûr que c'est... Mais ultimement, là, on le sait pas. Puis il y a deux facteurs qui sont complètement inconnus à l'heure actuelle. Un, c'est on a un électorat, nous autres, en tant que conservateurs, qui normalement vote un peu moins que la moyenne des ours. Est-ce que cette année, il est plus motivé puis il va voter plus? Parce qu'on a vu que d'habitude, c'est la gauche qui fait des gros rassemblements. De loin, les partis conservateurs est celui qui a rassemblé les plus grosses foules partout au Québec. Là. Exact. Bon. Mais moi, je regarde aussi l'attraction sur les réseaux sociaux. C'est nous autres qui a le plus de... Si tu compares avec ton concurrent, vous allez être les concurrents des prochaines élections, c'est clair. Là, QS et Parti conservateur, pour moi, vont être les deux partis qui vont se fighter un et l'autre longtemps. Mais QS, Manon Massé, Gabriel Nadeau-Dubois et le compte du parti, très, très peu de likes, très peu d'interactions. Vous autres, vous en avez énormément, mais toi, avec ton compte personnel, énormément. Ça veut dire quelque chose, ça. Bien, c'est sûr que c'est du vrai monde. Là. Je veux dire, ça se mesure. Là. C'est des clics, c'est des likes, c'est des partages.
Fait que c'est de la visibilité. Ça, c'est une affaire. On a gagné cette guerre-là. C'est même la guerre de l'affichage. Là. J'arrive de Montréal hier. Là. Vous avez gagné le jour 1. C'est incroyable qu'un parti qui n'existait pas, qui n'avait pas d'employés il y a 3 mois, qui était à 1% il y a 1 an, qu'on arrive avec des affiches, que c'est nous autres qui a le plus de monde qui monte des Vous aviez l'air à des libéraux il y a 15 ans. C'est hallucinant, là. Et juste ça a donné une très bonne indication qu'un parti qui n'a pas d'organisation, qui avait 0 association de comté il y a 1 an, et le parti qui, en 24 heures, est capable d'afficher à grandeur du Québec. Plus que la CAQ, qui a des ressources extraordinaires, puis eux autres, tout du monde payé, là, ils sont moyens de s'organiser. Donc, ça, c'est un indicateur. L'autre affaire aussi qui est curieux, c'est il y a combien de gens, quand tu appelles, qui répondent pas ou qui raccrochent ou qui disent le contraire de la vérité. Parce que dire que tu es conservateur au Québec en 2022, tu fais pas partie de la classe des propres et des bien-pensants. Non, tu es un édenté. Bon, tu es un édenté. Est-ce qu'il y a des gens qui se gardent une petite gêne puis qui n'osent pas le dire Il y en a toujours eu, quand ils appellent? je pense qu'il y en a toujours eu pour ce groupe-là. Fait que c'est quoi la prime cette année de ça? C'est-tu 1%? C'est-tu 2%? C'est-tu 3%? C'est quoi le nombre de gens qui veulent... Moi, là, écoute, c'est niaiseux. Là, je vais à l'épicerie, puis il y a du monde qui n'ose pas me le dire, qui me chuchotent dans les oreilles, qui vont voter pour moi parce qu'ils ont peur que dans les allées, le monde les entende. C'est sérieux, là? C'est incroyable. Parce qu'ils veulent pas, que les voisins pensent que... Ouais. Ça existe, ça, là. Oui, bien c'est sûr. Ben, la manière qu'on est traité, la manière que les gens nous considèrent, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont un peu gênés de ça. Donc, c'est quoi là, on a eu le vote par anticipation sur 2 jours. C'est une première, ça, sur 2 jours? On se posait la question. Oui, l'année passée. La dernière fois, c'était même sur 1 semaine. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ils ont déjà fait ça sur 1 semaine. Fait que là, ils ont fait ça sur 2 jours. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont participé. Là, j'ai pas les chiffres aujourd'hui. J'ai pas été voir sur le site du DGEQ. On va les avoir tantôt dans peut-être 1 heure, 1 heure et demie, j'ai l'impression. Parce que hier, c'était à 12,5, hein? Oui, mais d'abord, région de Québec, quasiment 20 partout, là, quasiment 18, 19. Et la région de Québec, c'est la région Parti conservateur. Moi, je pense que si la région de Québec est de loin, c'est elle qui a dominé le Québec en entier, puis pas juste un comté. Parce quasiment tous les comtés. Quasiment tous les comtés. Ça veut dire qu'il se passe quelque chose. Et habituellement, c'est pas nous autres qui le disaient, c'est Lapierre qui disait, le chroniqueur puis l'ancien politicien disait, quand les gens sortent voter, c'est qu'ils sont pas contents. C'est le changement. Oui. C'est le changement qui gagne quand le taux de participation augmente. Donc là, le fait que dans la région de Québec, ça vote plus qu'ailleurs pour le Parti conservateur, c'est un excellent signe. Nous, on veut que plus la participation va être élevée, plus nos chances de succès sont grandes. Parce que la dernière élection, il y a quand même 1 électeur sur 3 qui n'est pas allé voter, ce qui est quand même beaucoup, là. Et donc, il faut que les gens aillent voter parce que nos clientèles votent moins, parce que notre clientèle est plus jeune que la CAQ, on va se le dire. Là, tout le monde sait ça. Là. Les personnes âgées, ils votent plus facilement, plus normalement. Si c'était juste des gens de 18-54 ans qui allaient voter, le Parti conservateur du Québec serait le gouvernement. Ouais. Yes. Si les gens de 55 ans et moins votaient seulement, on serait déjà le gouvernement. Et écoute, c'est capoté. Là. On mène jusqu'à 55 ans. Puis après ça, ça tombe à du 10 pour 1 pour la CAQ. Oui. Il y a comme ça coupe au couteau là, quand tu arrives autour de 60-65 ans. Mais les gens âgés ont un fond conservateur beaucoup plus fort qu'on pense. Oui, mais c'est la crise. Là. Ils ont eu peur, puis Legault, il va les protéger, puis les gens ont l'impression... Je sais que c'est à tard, puis on est capable de démontrer que c'est pas vrai, mais ils ont cette perception-là que Legault a sauvé leur vie. Il y a beaucoup de personnes âgées qui sont convaincues que si Legault n'avait pas été là, il serait mort. Est-ce que ça, vous le sentez quand vous faites du porte-à-porte ou des croisés, ils vous le disent? Les personnes âgées, là, ils ont peur. Ils ont peur. Donc, ça veut dire qu'on fait quoi, là? Qu'est-ce qu'on fait cette semaine? OK, donc là c'est fait. Les premiers qui ont voté, ceux qui étaient décidés, crinqués, probablement, qui sont allés. Qu'est-ce qu'on fait là jusqu'au 3 pour aller chercher, si mettons que c'est Main Street qui a raison et qu'on a besoin de 1,5 %, quelle est la stratégie d'Éric Duhaime pour gagner? Parce que il y a c'est une grosse affaires qu'il faut faire. La première, là, c'est que tantôt, tu as parlé de la région de Québec, puis c'est super important. Et là, ce matin, Radio-Canada, je ne sais pas si vous avez vu ça, ils ont encore sorti ça. Là. Il y a une étude qui a été déposée l'année passée au gouvernement sur un tunnel de centre-ville à centre-ville. Là, le premier ministre nous a menti depuis des semaines. Là. Vous savez qu'on parle de ce dossier-là, des études, depuis plusieurs jours. Moi, j'ai fait des conférences de presse là-dessus. J'étais allé déposer des demandes d'accès à l'information au ministère des Transports. J'ai interpellé le premier ministre. Tout le monde en parle dimanche. Je l'avais interpellé dans un débat avant. Il y a un problème avec ça, là. Le gouvernement fait une rétention d'informations sur le plus important dossier d'investissement dans la région de Québec de tous les temps, là. Et il y a les études en main. Là, aujourd'hui, on apprend que le premier ministre nous a menti en pleine face. C'est pas moi qui le dis, c'est Radio-Canada, puis c'est leur bureau d'enquête qui l'avoue, là. Donc là, aujourd'hui, j'ai encore les interpellés là-dessus. Il faut que ce dossier-là, il faut que ces études-là sortent. Est-ce que tu penses que ça peut
mettons, des caquistes un peu plus mous qui sont sur le bord dans la région de Québec de dire, OK, j'en ai assez, je votais pour eux autres pour le troisième lien. Est-ce que tu penses que ça peut changer leur vote cette semaine? Dans la région de Québec, les deux enjeux qui ont le plus d'impact sur le vote, c'est le troisième lien puis le tramway. Les gens votent beaucoup sur ces deux enjeux-là. Okay? C'est vraiment, on est une région particulière. Là. Il y a deux enjeux locaux. Est-ce que je peux rajouter la COVID? Oui, non, ça, c'est national. Oui, je te parle OK. au niveau régional. Au niveau régional, il y a deux gros enjeux qui ont un impact sur le vote. Et le troisième lien, particulièrement, ça arrive sud. Il y a encore plus d'impact, ça arrive Est-ce que les gens veulent le pont, ce qu'ils veulent? Est-ce que quand tu leur parles, est-ce qu'ils ont-ils une idée sur ce qu'ils veulent? Le monde, ils veulent pouvoir traverser le fleuve. Il se fout que ce soit un tunnel pont, ou un un pont. tunnel, un avion, un bateau, n'importe quoi. Ils veulent passer d'une rive à l'autre rapidement. C'est ça qu'ils veulent. Et le fait que le gouvernement les a niaisés pendant 4 ans, lui avait promis que ça commencerait, que là, il a changé de plan, qu'il ne veut pas leur donner les études, que ça va être un projet qui va être 2 fois plus long, 2 fois plus cher, 2 fois plus de risques de dépassement de coûts, pas de matière dangereuse qu'on peut transporter, puis des études cachées. C'est en train de devenir un boulet pour le go, là. Et tu sais, ce qui traîne, ça finit par se salir. Là, ça traîne, ce dossier-là. Là. Ça fait des semaines et des semaines qu'on attend les études. Puis le pont La Porte est inquiétant aussi. Là. Puis le pont La Porte, On s'entend-tu, là? c'est très inquiétant. Ben oui, là. c'est Le inquiétant. pont de Québec aussi. Là. Oui, Québec. c'est ça, là. Mais le pont La Porte. Fait qu'on t'avait de parler d'un premier lien. Là, qu'on a Oui, de- c'est ça. Oui, Ouais. c'est carrément ça. C'est Fait carrément que ça. le pont La Porte, là, ça aussi, le gouvernement nous a menti. Rappelez-vous, ça aussi, c'est l'émission Enquête là, qui nous a donné raison. J'ai posé la question au premier débat à François Legault si c'était vrai qu'il venait d'enlever toutes les infrastructures. J'ai vu le tweet apparaître du ministre disait que c'était pas vrai. des Transports, puis il disait que tu mentais. Puis le lendemain, Enquête a dit que j'avais raison. Puis Ouais. ils ont même dit qu'il y avait eu des échanges de courriels sur des Le recommandations. de tramway, on fermer n'a 2 pas voies. entendu parler tant que ça. Hein. Toi, tu en as parlé, tu as fait réagir Marchand. Mais on dirait que la CAQ n'a pas embarqué dans l'histoire du tramway. Ça semble un dossier réglé dans leur... pour En eux fait, autres, ils veulent pas en parler. ils veulent pas en parler. Ben, parce que leur base est très divisée. Le tramway, c'est un enjeu qui divise beaucoup les caquistes. Et ça, c'est surtout ça arrive nord. Tu sais, comme moi, dans mon comté, là, dans Chauveau, là, j'ai pas rencontré personne qui était favorable au tramway. Là. Quand les gens me parlent du tramway, c'est toujours pour négatif. On sait que mon adversaire, la CAQ, était contre le tramway, mais là, il n'a plus le choix de dire qu'il est pour. Mais il n'en parle pas du tout parce qu'il veut pas, premièrement, avoir l'air d'un gars qui a fait un virage à 180, qui est un béni oui-oui de François Legault. Puis deuxièmement, il veut pas que les gens qui sont contre votent contre lui. Fait que c'est un dossier que la CAQ fait tout pour éviter. Mais ce qui est intéressant avec le dossier du tramway, c'est que les raisons qui justifiaient le tramway n'ont pas été revisitées. Et je fais le parallèle avec le troisième lien. François Legault dit on ne peut pas rendre public les études du troisième lien parce qu'elles datent avant la COVID et il y a trop eu de changements dans les habitudes de vie des Québécois. Donc, je ne peux pas utiliser ces études-là. Ouais. Mais pour le tramway, c'est 3 fois plus important la baisse d'achalandage dans le transport en commun que des gens qui traversent le pont. Fait que ça a eu une grosse incidence sur les besoins d'un tramway à Québec. Ouais, ça semble pas être important. Mais là, les là. études n'ont pas besoin d'être faites du côté Non, du c'est tramway. ça. Parce que ça, Tu as il est- rencontré le c'est maire justifié. Marchand ce matin qui, lui, semble dans une croisade de climat QS un peu dur à suivre. Là. Il est dans Fiona, il est dans l'Antarctique. Et lui, il continue de dire et de crier que le projet de tramway sur la rive nord de Québec, là, c'est devenu quasiment un win-win. Il a dépassé 50. Tu dis que tu n'as pas les mêmes chiffres que lui. Tu devrais aller t'expliquer avec lui ce matin. Non, je Mais- ne sais pas ce matin, c'est vendredi. C'est vendredi, OK. Donc, je sais que tu n'es pas en guerre contre le maire de Québec, mais on dirait que c'est par lui que tu peux passer ton message sur le tramway. Oui, c'est comme ça qu'on va réussir à avoir parce que lui, il dit qu'il y a des études, il les a faites, puis tout ça. J'ai hâte de voir ce qu'il va me dire. Et lui, mais lui, il est convaincu, puis il veut aller de l'avant, puis ils sont 50 %. J'ai hâte de voir sur quel sondage il se base quand il dit que la majorité, il y a l'acceptabilité sociale, le tramway, parce qu'il n'y a pas un sondage qui a donné 50 % en faveur du tramway à Québec. Le face-à-face à TVA où, je pense que tout le monde est un peu déçu dans le sens qu'il y avait beaucoup de monde, beaucoup de sujets. Cacophonique un peu. Très cacophonique. Une animation pas forte de la part d'un retraité qui avait des préjugés contre toi, c'était clair. L'autre de Radio-Canada a quand même mieux été pour à peu près tout le monde. Ça s'est mieux déroulé pour les gens qui l'ont écouté. En tout cas, les gens ont plus apprécié celui-là. Ensuite, il y a eu toute l'histoire de Tout le monde en parle avec MC Gilles qui a fait un fou de lui, puis toutes les questions un peu biaisées. Est-ce que tu referais des choses différemment? Le premier, le face-à-face ou encore celui de Radio-Canada, est-ce qu'après Tout le monde en parle, tu te dis finalement, je ne serais pas venu ici, j'aurais rien gagné, rien perdu. Pourquoi je suis venu? Y a-t-il des choses que tu changerais une semaine ou 10 jours après? C'est pas vrai qu'on aurait ça aurait fait pareil si on n'avait pas été là. Moi, je pense que c'est important. On a quand même rejoint des gens qui ne me connaissaient pas. On a quand même...
c'est pas banal, là, Jeff, là, mais il fallait normaliser nos idées, OK? Tu sais, la fenêtre d'Overton, là, tu connais ça, là? Ouais. Il faut que parler du privé en santé, là, c'est socialement acceptable puis normal d'une société démocratique comme le Québec. Parler de l'exploitation du gaz puis du pétrole, là, c'est correct de faire ça sur des grands plateaux. Là. C'est pas juste à la radio à Québec qu'on peut parler de ça. Là. C'est correct de le faire à Radio-Canada à Montréal. Là. Il faut normaliser ces idées-là. Il faut qu'elles fassent partie du débat. On aura réussi à amener ces idées-là dans des grands débats. Si on n'avait pas été là, il n'y a personne qui aurait parlé du privé en santé. Il n'y a personne qui aurait parlé de l'exploitation de nos ressources naturelles. Il n'y a personne qui aurait parlé de baisse de taxes sur le gaz. Puis il n'y a personne qui aurait parlé de baisse d'impôts substantiels comme on le fait. Puis il n'y a personne qui aurait parlé contre l'idée du tramway ou contre le tunnel de Legault en faveur d'un pont à l'île d'Orléans. Je veux dire, toutes les idées qu'on amène, on est toujours tout seul à les amener. Et je pense que c'est important de le faire. Puis c'est important de leur... tu sais, regarde, le gars, moi, il a fini par la campagne. Là, puis pour moi, c'est la démonstration de l'échec de sa campagne. Il a fini en m'insultant et en me traitant de Donald Trump. OK? Ça, c'est pour lui, c'était l'argument ultime. Là, il a fini sa campagne là-dessus. Mais qu'est-ce qu'il y a de grave grave à porter de l'étiquette de Donald Trump? Pourquoi je m'en fous, mais pourquoi qu'il m'attaque là-dessus? Pourquoi que tout d'un coup, il trouvait que c'était bien important de me traiter de Trump? J'ai aucune idée. Je sais pas qu'est-ce qu'il veut arriver avec ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je sais pas. Moi, quand je vois les attaques demain, je me dis peut-être qu'il y a des sondages internes qui diffèrent de ce qu'on voit publiquement. Il y a peut-être quelque chose quand tu es rendu, comme tu le dis, pour lui, c'est de l'insulte. Moi, pour moi, quelqu'un qui a été nommé président des États-Unis, je veux dire, il a quand même certainement accompli quelque chose de pas si mal. Là. Je veux dire, moi, je vois ça peut-être comme un velours. Je veux dire, même je suis pas méga Trump. Je peux dire que le gars a gagné. Il avait contre envers et contre tous, il a gagné. Donc, c'est peut-être pas une mauvaise étiquette tant que ça. Mais parce qu'on a 2-3 points. Nous autres, on parle. Là. On n'est pas impliqués comme toi. Tu es là dans le War Room à tous les jours. C'est toi qui vois ce qui... Mais nous autres, on parle. Jerry a son idée. Moi, j'ai mon idée. D'autres ont leurs idées. Puis je comprends très bien ta stratégie. Ce que tu voulais faire, c'est pas donner raison à tes adversaires, puis d'arriver trop agressif, puis montrer que finalement, le Parti conservateur, c'est une gang de coucous. Tu as voulu montrer qu'on était sérieux. J'ai tout pogné cette affaire-là. Mais moi, le bout que j'ai de la misère, puis tu le sais depuis longtemps, c'est que je trosse pas les gens. Tu sais, regarde, prends juste l'exemple de la presse. Tu t'en vas là de bonne foi, tu n'es pas allé, mais tu l'as fait à distance. Et probablement que tu as répondu toutes les bonnes réponses, tu as fait ça sérieusement. Simonac, les deux textes, les deux éditoriaux qui ont été faits, t'ont traité comme si tu étais un pee-wee. Moi, c'est cette game-là que j'ai de la misère. C'est le comportement médiatique, plus encore que les adversaires politiques. Le comportement médiatique envers nos idées, envers ce que tu as fait. Une job extraordinaire. De 1 à 19 %. Tu l'as dit, tous les sujets sont devenus quasiment Main Street. Je veux dire, c'est à se demander des fois qu'est-ce qu'on fait à jouer avec ces gens-là. Je comprends que tu vas avoir une exposure nationale, mais ils sont tellement de mauvaise foi avec toi que je ne sais pas qu'est-ce que tu as. Y a-tu quelque chose qui est arrivé? Non, j'essaie de trouver l'article d'hier parce que hier, il y a eu un article qui parlait que justement fait état de ce que j'avais dit à la presse. Il y a un paragraphe que je veux te lire parce que je trouvais que... Je vais lire ici l'article. Là. C'est juste ça, là, pour moi, là, c'est une grosse victoire, OK? Là, il parle de moi. Là, puis Qui parle? Là, on est où, là? Là, on est à la presse. Philippe Mercure. Oui, ça, c'est un des deux qui a fait un éditorial hier sur... Il dit, depuis le début de la campagne, le politicien impressionne. Il a pris les rênes d'un parti qui vivotait, l'a sorti de la marginalité. Le Parti conservateur du Québec rivalise aujourd'hui avec le Parti libéral, Québec solidaire et le Parti québécois. Dans les intentions de vote, ce n'est pas rien. M. Duhem mène également une campagne respectueuse. Ceux qui craignaient qu'il emprunte le manuel d'instruction de Donald Trump ou de Pierre Poilievre peuvent se rassurer. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour le climat social et la santé de notre démocratie. C'est d'ailleurs avec convivialité qu'il s'est prêté à une entrevue éditoriale avec la presse. Une entrevue un peu spéciale qui a eu des difficultés d'arrimage d'horaire qui s'est déroulée en vidéoconférence. Oh, ouais. Mais quand même, le fait qu'ils disent que je suis respectueux, que je suis modéré, je sais que c'est niaiseux, là, mais au Québec, là, on n'est pas aux États-Unis, on n'est pas au Canada anglais. Là. Il fallait qu'on fasse partie du débat. Si on avait été autrement, je pense que j'aurais pas eu le même impact dans la campagne. Il fallait y aller de façon respectueuse. Puis l'autre affaire, moi, je viens des médias, Jeff. Je suis comme toi, là, j'ai fait de la radio une bonne partie de ma vie. Je pouvais pas refuser des entrevues puis refuser de me prêter au jeu des médias. J'ai toujours détesté ça, moi, le monde qui voulait pas venir me parler parce que je pensais pas comme eux. Clair. Fait que j'étais pas pour commencer à faire ça, moi aussi. Là. Moi, parler à quelqu'un qui pense pas comme moi, je trouve ça sain. J'ai aucun problème avec ça, puis j'aime ça même.
Fait que j'ai pas de problème à aller me coltailler avec quelqu'un qui est pas d'accord avec moi. J'ai fait une entrevue la semaine passée très corsée avec Paul Arcand. C'était bien correct. Ça fait partie de la game. Puis je pense qu'il y a personne qui a perdu des plumes là-dedans. Puis c'est l'auditeur ou le téléspectateur qui gagne quand il y a un bon échange. Mais ce qui nous choque, nous autres, c'est les préjugés, c'est les questions un peu nounounes. Tu sais, je veux dire, on n'est pas pris au sérieux. Puis même si tu as une campagne qui est, regarde, parfaite jusqu'à maintenant, c'est une super campagne, bien, ils sont jamais capables de le prendre au sérieux. Ils sont jamais capables de te poser les questions de la même manière qu'ils vont les poser à QS. Tu seras toujours plus mis sur le grill pour quelque chose que tu avances. Encore des demi-vérités, encore quelque chose de mal expliqué. Il n'est pas allé dans les détails, incapable. Oui, mais c'est ça pour à peu près tout le monde en politique en ce moment. Tu sais, j'ai de la misère avec ce. Si on fait la même chose avec QS, on va arriver probablement. Ils l'ont fait ce matin, il faut le dire. Là. Je pense qu'il y a quelqu'un qui a, je ne sais pas quel média a dit ce matin qu'ils ont regardé toute la plateforme. La calculatrice marche pas. C'est ça, exact. C'est la calculatrice qui ne fonctionne pas. Donc, au moins, ça, c'est une première. Mais je trouve que les médias sont de mauvaise foi. Puis quand tu es très bon là-dedans, tu es bon d'être capable de garder ton calme, de garder le focus. Puis on t'admire tout le monde pour ça. Mais tu peux comprendre que pour plusieurs d'entre nous, ça nous met hors de nous autres. Puis des fois, on aimerait ça, une petite taloche d'un côté, des gens qui ne sont pas de bonne foi. Tu comprends un peu ce qu'on veut dire? Ben oui, mais je sais pas, je pense pas que je servirais la cause si je faisais ça. C'est pas que ça me tente pas. T'as sans toute raison. Remarque, c'est pas parce que ça me tente pas, là. Ouais. Des fois... Oui, c'est ça. Des fois, ça... La fois où je suis venu le plus proche, là, c'est la semaine dernière, il y a à peu près une dizaine de jours, quand on est allé dans une maison pour personnes âgées. Histoire des masques. Que toutes les nouvelles qui sont sorties le soir, c'était sur le fait que je portais pas un masque, alors que tous les autres chefs de parti avaient visité les personnes âgées, avaient embrassé des personnes âgées, n'avaient pas de masque. Il n'y a jamais un média qui l'a souligné. C'est ça qui nous virait à l'envers. Ça, là, ça est venu me chercher au fond des tripes. C'est niaiseux, là. C'était pas une grosse histoire, là. Je m'en fous, là, que je mais ça, c'est injuste. Là. Mais non, mais c'était ça. Tellement biaisé. Oui, c'est... Écoute, Régent Tremblay, Régent, là, il m'appelle. Là, ça n'a pas de bon sens ce qui est arrivé avec l'histoire des masques. C'est à dénoncer. Ça n'a aucun sens en démocratie, ce qui se passe. Les gens sont tannés de ça. Ils sont tannés de ce comportement médiatique-là. Hier, Geneviève Guilbeault, je l'ai dit en conférence de presse en blague, là. L'histoire de l'avion. L'avion. était encore pas de masque dans l'avion, puis prenait des photos, parce qu'ils m'ont demandé ce que je pensais de ça, le Arrive-Can, puis toutes les mesures aux frontières qui étaient abandonnées hier par le gouvernement fédéral. Évidemment, j'ai dit que j'étais bien content, puis ça aurait dû être fait bien avant. Sauf que j'ai noté aussi que Mme Guilbeault, elle ne respectait pas ces règles-là bien avant que le gouvernement fédéral mette fin à ça. D'ailleurs, le masque, c'est pas encore fini. J'ai vu les photos, puis j'ai dit, c'est bizarre, hein? Elle, il n'y a personne qui a souligné ça. Moi, là, c'est ce que j'ai fait, là, d'aller voir les personnes âgées. J'ai demandé, avant de rentrer dans la résidence, aux propriétaires de la résidence, pas aux personnes âgées, s'ils voulaient que je mette un masque. Ils m'ont dit non. Je suis rentré pas de masque. Elle, c'est une violation de la loi. Là. Moi, j'ai pas violé aucune loi. Là. Elle est obligée, dans un avion, de porter un masque. Elle se fait prendre en photo, elle n'a pas de masque. Puis ça a passé comme du beurre dans le poil, puis il n'y a personne qui l'a souligné. Imagine-toi, c'est toi dans l'avion encore. On dit souvent ce genre de patente. Moi, je là. respecte la liberté de choix. Je dis au monde, portez-le pas. C'est eux autres, les donneurs de leçons, qui nous disent, mettez des masques. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. C'est eux autres, c'est pas nous autres. Exact. Le pamphlet Gate risque d'avoir un impact dans la campagne. Oui. Donc, dans le sens La voleuse de pamphlets. La voleuse de pamphlets. Moi, je trouve que l'histoire est un peu exagérée, puis je suis pas dans la conspi, mais ça peut nous amener, Pat Patrouille, pareil, le chef du Parti québécois, ça peut lui ouvrir la porte de l'Assemblée nationale. Ça peut avoir un impact sur, je dirais même, la survie du PQ. C'est quand même un peu bizarre. Mettons que dans 10 ans, 15 ans, on regarde comment le PQ réussit à survivre à sa crise. Grâce à la voleuse du dépliant. C'est grâce à la voleuse du dépliant. On ne sait pas ce qui peut arriver avec ça. Mais j'ai aimé ta réponse en disant, regarde, je ne veux pas m'occuper ben de ce qui se passe ailleurs. Je m'occupe de mes propres candidats quand moi j'en ai. Mais je veux dire, toutes ces histoires-là, on dirait que ça prend toute je dirais, l'énergie médiatique. Ça devient la nouvelle du jour. Pendant ce temps-là, on n'est pas en train de parler de... Tu sais, j'ai vu ce matin, puis c'est pas mon préféré, là, mais j'ai vu ce matin l'article de Patrick Lagacé, de cette jeune femme-là qui s'est suicidée parce qu'elle avait la maladie de Lyme. En fait, ce qu'on suit dans l'article, c'est que cette personne-là a été abandonnée complètement par le système de santé. Elle a été complètement... salut Mia. Elle a été complètement abandonnée. Puis c'est drôle parce que c'est le modèle que Patrick Lagacé et les gens comme lui défendent à tour de bras. Puis c'est la raison pourquoi il t'aime pas beaucoup. Mais le lendemain, il fait une analyse sur le système qui fonctionne. Moi, c'est quand même assez spécial. Mais on n'en parle pas de ça. T'sais, on ne parle pas de ces sujets-là. On ne vient pas sur les sujets importants. Et on parle pendant 5 heures de temps d'une histoire de pamphlet. Des fois, je trouve que, comme campagne électorale, on est un peu...
on est un peu adolescent. C'est sûr que cette histoire-là, c'est pas moi, j'ai pas voulu trop commenter parce que, tu sais, je veux dire, tu vois, la fille, tu l'as captée en vidéo, là. Elle peut pas dire que c'est pas vrai, là. On a une vidéo, on la voit, elle prend le pamphlet du PQ, elle met le sien, puis elle s'en va. Bon. Mais quand on y pense, c'est pas la fin de... Mais non, c'est pas la fin du monde, là, mais c'est quand même, elle a quand même fait quelque chose qui n'est pas acceptable de la part d'une candidate. Bon, le parti a demandé qu'elle se tasse, elle a accepté de se tasser, c'est ce que j'ai compris du point de presse de Gabriel Nadeau-Dubois d'hier. Mais là, tu sais, c'est de l'image, c'est une affaire hyper simple à comprendre. Tout le monde a une opinion là-dessus. C'est pas mal plus facile que de commencer à parler là, des baisses d'impôts. Mais si quelqu'un vole un pamphlet, Éric, on a des gens qui vont être réélus probablement, même sans doute, et qui ont volé la jeunesse de mes kids. Il y a 17,5 milliards de dollars qui a été donné en contrat sans appel d'offres par le gouvernement Legault, dont plusieurs contrats questionnables. Oui. Le bureau d'enquête de QMI avait sorti plein d'affaires épouvantables sur des adresses bidons, ils vont être élus, des casiers postaux aux États-Unis avec des centaines de milliers de dollars donnés à des entreprises qui n'avaient aucun rapport avec la nature du contrat qu'on avait octroyé. On a 8 études ou 7 études qui dorment sur le troisième lien, un projet de 6,5 milliards entre Québec et Lévis. Et ça, personne ne se scandalise qu'on ne veut pas rendre public des études qui nous ont coûté des dizaines de millions de dollars comme contribuables. Mais la fille a pris un dépliant d'une boîte aux lettres. Ça va faire les nouvelles encore 2-3 jours. Puis Québec solidaire, là, ça va leur coûter 1 point ou 2 dans les sondages. Là. C'est sûr. Puis, mais le gouvernement est téflon. Je sais pas, là, mais ça n'a pas de bon sens qu'on ne questionne pas. Moi, là, j'ai payé un compte de taxes en retard. Ça a fait 8 jours de suite, les nouvelles. Ouais. François Legault a donné 2 millions de son argent cash à on ne sait pas qui pendant qu'il est premier ministre du Québec, puis il a dit dans une conférence de presse, c'est pas de vos affaires, il n'y a pas un journaliste qui a écrit un mot, puis ça a fini là. Ouais. Est-ce que l'histoire de tes taxes, si c'était à refaire, tu l'expliquerais différemment? Parce que, bon, je suis un peu dans le secret des dieux, tu me l'as pas expliqué, mais j'ai su la vraie histoire. Si tu avais raconté la vraie histoire, puis je sais que tu l'as pas fait pour probablement protéger ton ami, mais est-ce que tu l'aurais fait différemment? Parce que je me serais assuré que les taxes soient payées avant que l'élection commence. Oui, mais je comprends que c'est en dehors de ton contrôle, mais ils ont utilisé ça à tour de bras, puis ils l'utilisent encore à tour de bras. Mais je veux dire... Même moi, quand ça a sorti, j'étais fâché après toi. Là. Comment ça qu'il n'a pas payé ses taxes? J'étais en tabarnak. Je me suis dit, comment on défend ça à partir de maintenant? Mais quand j'ai su l'histoire, j'ai dit, garde, Éric, je ne suis pas surpris de lui. Éric, c'est un gars qui a un grand cœur. Mais justement, tu as comme voulu protéger ton ami... Et en te sacrifiant un peu, tu l'aurais-tu fait différemment en repensant? Je sais que tu es dans le jus, là, mais probablement que le 10, 15 octobre, 20 octobre, tu vas penser à ça, tu vas dire, ouais, peut-être que ça, je l'aurais dû le dealer différemment. Il y a 4-5 affaires dans la campagne. Tu sais, ça va vite d'une campagne. Ouais, ça, c'en est une, mais il y en a d'autres aussi. Là. Tu prends beaucoup de décisions dans une journée et c'est possible qu'à posteriori, on va être capable de repasser au travers chacune des décisions. Mais moi, je suis toujours un optimiste devant l'éternel, là, puis je regarde ça d'une perspective là, avec un pas de recul ou deux, puis je suis très satisfait de la campagne qu'on a menée. C'était une campagne incroyable. Je pense qu'on a été une campagne plutôt positive. Je pense qu'on a mobilisé des gens, on a donné de l'espoir à une partie de la population. Puis ma vraie crainte, là, c'est pas que j'ai fait un geste mauvais ou pas, là, parce que c'est sûr que j'ai fait des erreurs, j'ai dû en faire plusieurs, mais c'était des micro-erreurs. J'ai pas fait de grosses erreurs. Je me suis pas mis 2 pieds dans la bouche, là. Mais ma vraie peur, là, Jeff, là, c'est de décevoir les gens qui ont espoir présentement au Québec. Ouais. Puis je sais qu'on représente l'espoir. Jeff, il n'y a pas un rassemblement que je fais sans qu'il y ait des gens qui me braillent dans les bras. Il y a des Québécois qui l'ont eu très dur. Ah, c'est grave. Le gouvernement je te laisse saluer du centre sacrifié... Vidéotron. On sentait comment les gens ont besoin. C'est plus qu'une patente politique. C'est plus fort que ça. C'est ça. Puis il y a des gens là, qui ont été sacrifiés par le gouvernement. Puis c'est la première fois dans l'histoire du Québec que des gens sont sacrifiés de façon aussi sauvage. Donc, on a sacrifié leurs entreprises, on a sacrifié leurs enfants, on a sacrifié leur santé mentale. Il y a eu 2 catégories de citoyens. Là. Oui. Puis ces gens-là, là, on a réussi à canaliser ça et à leur donner espoir dans un mouvement politique. S'il fallait qu'on ait 1 personne sur 5 au Québec qui est embarquée là-dedans, puis qu'on se ramasse qu'on était encore 0 sur 125 à l'Assemblée nationale, moi, j'aime pas ça. Ça serait une méchante claque à la gueule. C'est pour ça que les gens de Québec, là, qui sont des démocrates, c'est pour ça que je fais un appel depuis 2-3 jours. Il faut voter conservateur. Il faut qu'on perce. Il faut que ces gens-là se retrouvent autour de la table à l'Assemblée nationale. Ça commence dans Chauveau, ça commence dans toutes les circonscriptions de la région de Chaudière-Appalaches puis de la capitale nationale. Il faut... La Beauce. La Beauce. On ne peut pas se retrouver absent de l'Assemblée nationale alors qu'une personne sur 5 a donné sa confiance à un mouvement comme le nôtre. Les gens de Montréal me disaient, on voit moins Éric, il est plus à Québec, il s'occupe moins des candidats, les candidats bougonnaient un peu. Est-ce que vite tu t'es rendu compte de ce qu'on parle là, puis que l'énergie devait être mise à la place, qu'on devait gagner des sièges?
Tu le savais depuis le début. Là, on Premièrement, savait j'ai passé beaucoup de temps, beaucoup plus que je l'aurais souhaité à Montréal. Okay? Honnêtement, là, parce qu'il y a tellement de trucs obligés à Montréal dans une campagne électorale. Ce matin, je pense qu'Antoine Robitaille qui parle de la montréalisation des campagnes électorales, là, puis moi, je l'ai vécu. Puis je pense que toutes les campagnes l'ont vécu. Encore, regarde, dimanche soir, parce que j'étais là hier, il fallait revenir hier, là, mais dimanche soir, j'étais encore à Montréal pour tout le monde en parle. Jeudi, Une couple de jours avant, c'était le débat. Entre les deux, il y avait la Fédération québécoise des municipalités. Une couple de jours avant, il y avait l'UPA. Une couple de jours avant, il y avait l'autre débat à TVA. Après ça, une couple de jours avant, il y avait les 5 chefs, une élection à Radio-Canada quand il fallait être là. Après ça, il y avait mais t'étais à Montréal, t'étais pas avec les candidats ni avec le monde dans des rassemblements comme à Québec, mais t'étais à Montréal. Après ça, il y avait l'Union des municipalités du Québec qui avait son congrès à Montréal. Il y avait... Je veux dire, si tu regardes dans la campagne, là, en partant, là, t'as comme quasiment la moitié des jours que tu dois être là à Montréal. T'es physiquement obligé d'être dans la grande région de Montréal. Fait que pendant ce temps-là, là, oublie ça d'aller en Abitibi puis c'est à Côte-Nord. Là. Le Crazy Train qu'on a lancé avec Joe Hamel, c'est impossible. C'est impossible. Parce qu'il faut toujours que tu reviennes à Montréal. Il y a toujours, à tous les 2-3 jours, il faut que tu repasses par Montréal. Puis moi, je suis pas François Legault. Là, je me promène pas avec l'avion du gouvernement. Je peux pas m'en aller là, puis faire comme lui là, aux îles de la Madeleine, à Gaspé, c'est à Côte-Nord, puis tout ça. Là. Ouais, c'était malaisant. Hier, il y avait 2 chapeaux, by the way. Oui, c'est ça. Très malaisant. Et fait que c'est vraiment bizarre qu'on ne peut plus faire une campagne des régions. Et ça, il va falloir repenser ça. Puis j'espère que... Tu sais, il y a un débat des chefs, là. Pourquoi ils font pas ça à l'Assemblée nationale? Moi, je me souviens, je l'ai déjà fait avec Mario Dumont. C'était dans la hall de l'Assemblée nationale. Oui, effectivement. On peut en faire un débat à Québec. Pourquoi pas? Puis on pourrait en faire un à Trois-Rivières. On pourrait en faire un à Gatineau. Puis on pourrait en faire un à Sept-Îles. Je veux dire, pourquoi pas? Surtout aujourd'hui que ça soit toujours dans les studios de Montréal. Je veux dire, il va falloir repenser tout ça. La Fédération québécoise des municipalités, là, c'est des municipalités, là, des petites municipalités, là, les MRC. Mais ça explique beaucoup la frustration du monde aussi, ce que tu dis là. C'est que tout est centré sur l'île de Montréal parce que les décideurs sont là pour. Ils restent à l'entour de l'île, mais leur bureau là, qui vont 2 jours par semaine est sur l'île. Tout se décide là et ça provoque une frustration chez le monde. Ça provoque une frustration à Québec, ça provoque une frustration dans les régions. Toutes les régions. Dans toutes les régions. Il va falloir repenser nos campagnes. Puis la prochaine campagne électorale, moi, je vais faire des représentations. Évidemment, là, j'étais juste content d'être invité au débat, tu comprends? Je n'osais pas trop m'imposer puis commencer à essayer de dicter les règles. Là. Mais la prochaine fois, il va falloir qu'on mette la pression pour que ce genre d'événement-là se fasse à l'extérieur de Montréal. C'est pas normal que les campagnes soit aussi montréalisé. Mais oui, Patrice Roy était à Québec hier. Il faisait son show de Québec hier. Il est capable de le faire. Il est capable d'animer un débat n'importe où au Québec. Ben oui, il est capable, c'est sûr. Donc là, hier, je parlais avec Yann Sénéchal. Yann, il dit, je regarde les chiffres, c'est un gars de chiffres. Il dit, tu as des chances qu'il y a 2 gars de la Beauce qui rentrent. Ça se peut qu'Éric ça soit serré dans Chauveau. Est-ce que dans ta tête, il y a une possibilité que l'évêque rentre puis que toi, tu te ramasses chef à l'extérieur de l'Assemblée nationale, que tu aies 1 ou 2 élus en dedans? Écoute, tout est possible au moment où on se parle. Là. C'est possible aussi qu'on en rentre 15 là, ou qu'on en rentre plus. Oui, là. on est à 1% que ça arrive. On est dans la zone payante. Là, fait que tout peut basculer du jour au lendemain. Puis il y a tous les inconnus que je te parlais tantôt. On va analyser les résultats quand ils vont sortir. Là, il nous reste 6 de dos là, pour sortir le maximum d'électeurs. Il y en a déjà. Moi, je suis très content du BVA, du Bureau de vote par anticipation. Le fait que le taux de participation était plus élevé. Tu sais, la victoire du Parti conservateur, là, c'est aussi la victoire de la démocratie au Québec. J'espère que les gauchistes vont réaliser ça. Là. On est en train de raccrocher à la démocratie des gens qui avaient complètement décroché, qui étaient complètement désabusés. Là. Fait qu'au lieu de rire de nous autres, ils devraient nous applaudir. Le geste qu'on a fait, la participation citoyenne qu'on est en train de provoquer, le fait que le taux de participation c'est la première fois de ma vie que je vote par plaisir. Ben oui. J'ai voté Parti conservateur avant, j'ai voté à la dernière élection, puis l'autre année d'élection d'avant, puis regarde, tu sais que que j'adore Adrien, mais on savait qu'on n'avait pas de chance. Là, je vote... Puis il y a plein de gens qui m'envoient des photos, il y a plein de gens qui m'envoient des affaires. Les gens sont... Ils prennent des photos de leur bulletin de vote. Oui, ils sont contents, ils ont de l'espoir. J'espère que ça va se traduire par des résultats au-dessus de ce qu'on voit dans les chiffres. Mais tu parlais de chiffres tantôt, justement. Quand on sait que le Parti libéral du Québec a fait 25 % à la dernière élection. Oui. C'est le pire score du Parti libéral depuis la Confédération. Okay? C'est leur pire score. 25 %. Là, dans les sondages, ils sont à quoi? J'ai Main Street 15, ici 16. À 15-16. Main Street, 13,2 ici. Hey, à un moment donné, sont à 1%. Non, c'est un désastre monumental. 1%, j'avais jamais vu ça. 1%. C'est un désastre monumental. Mais l'histoire, ça c'est une bonne question. Moi, je pense que les libéraux
Après l'élection, ils peuvent être encore moins forts que ça. Moi, je pense qu'il y a des points, des pourcentages à aller chercher chez les libéraux, qui c'est un crash monumental. Mais c'est possible que tu ailles chercher ces gens-là. Là. D'abord, chez les non-francophones, on est rendu plus haut que chez les francophones. Vous savez que puis là, si ça continue de monter comme ça chez les non-francophones, on va peut-être même avoir plus de votes chez les non-francophones que dans la région de Québec, là, ou à la vitesse où ça monte présentement dans l'ouest de l'île de Montréal. Oui. Et ce qui est inquiétant pour les libéraux, c'est que quand on demande aux gens, êtes-vous sûr d'aller voter? Les Québécois qui sont le moins sûrs d'aller voter, c'est ceux qui votent libéral. C'est les anglophones et les non-francophones. Ils sont tellement découragés des libéraux que même les chiffres que les libéraux ont là, ils vont avoir de la misère à y sortir. La seule bonne nouvelle des sondages ce matin de Léger, c'est que de loin, on a l'électorat le plus motivé à aller voter puis celui qui est le plus convaincu qu'il ne changera pas d'idée. Fait que notre noyau dur, il est le plus dur de tout. Comparé des pêches, là, nous autres, on en pêche avec le plus gros noyau puis le noyau le plus dur. Oui. Mais ça montre la motivation aussi, d'après moi, à aller voter. Oui. Fait que ça peut avoir... Ça, c'est une autre façon d'avoir une prime à l'urne. Là. Fait que les gens vont aller voter. Puis le fait que le taux de participation va monter à l'élection, là, en tout cas, si le bureau de vote par anticipation est un indicateur, ça aussi, c'est bon. Là. Ça veut dire qu'il va y avoir beaucoup plus de monde au Québec qui vont participer à l'élection. Il y avait un Québécois sur 3 qui n'avait pas participé. Là, il risque d'en avoir beaucoup plus. Bon, là, Mia, elle vient de se mettre à japper. C'est parce que Tiger est arrivé. Tiger et Mia, tiens-toi. Tiger est dans boîte. Le duo est de retour. Là, il manque le screen de la porte patio. Hein? Dans Tiger, t'étais plus baveux quand il y avait un screen de porte patio. Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? C'est quoi le... Aujourd'hui, je m'en vais me promener en autobus. Je m'en vais parler du tramway, justement. Je vais parler aussi des études sur le 3e lien. Fait qu'aujourd'hui, je suis dans la région de Québec. Après ça, je m'en vais dans Bellechasse. Oui. Je m'en vais visiter des usines, puis je m'en vais faire un rassemblement en fin de journée là, du côté de Bellechasse. Good. Hey, lâche pas, Eric. Merci. On est avec toi. We love you, man. Puis, regarde, on est fiers de toi, OK? Eric, quand est-ce que je reviens? Tu reviens quand tu veux, mon ami. Je reviendrai peut-être. Veux-tu que je revienne le lendemain matin? Ah, ben oui. Peut-être que je revenais. On pourrait analyser les résultats. Parce que je me pose des questions, ces résultats. On va attendre dans une semaine, on va les avoir. T'es chez vous aussi, Eric. Merci. Tu viens quand tu veux. T'as même pas besoin de cogner. Merci, Jeff. Bye. Salut, Éric Duhem, chef du Parti conservateur. Allez voter, là. Bon, OK. Radio Pirate. Jeff Fillion. OK, de retour sur Radio Pirate Live. Merci Éric Duhem du temps qu'il nous a accordé sur Radio Pirate Prime, qu'on vous a donné sur Radio Pirate Live. Ça fait plaisir. Éric était... il semble fatigué, mais encore plein d'énergie. Fatigué, je veux dire, c'est épuisant, une campagne comme ça, mais il semble en plein contrôle. Oui. On a chum Joe Hamel est avec nous pour... d'abord, on va faire le petit résumé des 2 sondages. On va essayer, on a parlé avec Éric un peu, essayer de comprendre qu'est-ce qui peut fonctionner ou pas fonctionner dans un ou l'autre des sondages. Je ne sais pas lequel des deux est le meilleur. On va le voir le soir du 3 octobre. Mais en tout cas, le passé est peut-être garant du futur dans le cas de Léger Marketing qui s'est trompé plus qu'une fois. Mais je ne connais pas assez sondage Main Street et savoir si vraiment ils ont un bon palmarès dans le passé. Je les connais un peu moins. Mais regarde, Joe, regardons ensemble. Il y a toute une différence quand même entre les sondages répétés de Main Street et les sondages... de Léger Marketing. On me dit qu'il y en aura un autre sondage de Léger Marketing samedi dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Donc, est-ce que, on a utilisé ces sondages-là pour montrer, pour avoir un genre de petit éditorial à travers, puis que finalement, à la toute fin, on va peut-être se rapprocher un peu de Main Street. Mais juste vous rappeler qu'il y a 2 sondages dans la dernière semaine de la part de Léger Marketing. Mais concentrons-nous, Joe, sur ceux de ce matin et ceux de cette semaine de sondage Main Street. Qu'est-ce qui explique la différence, selon toi, entre les deux? Écoute, il y a certainement une méthodologie là, de différence entre les deux. L'échantillonnage, je pense, de Léger peut probablement plus facilement être ajusté selon certains paramètres, puisque ce sont des abonnés là, à leur plateforme, etc., là, qui répondent à des sondages. Main Street est au téléphone, donc comme les vieux sondages du temps. Et comme tu viens de le dire, Léger Marketing, c'est vraiment une plateforme web où on peut contrôler un peu plus les gens qu'on va inclure à l'intérieur. Beaucoup de gens nous envoient souvent des prises d'écran où on nous montre que, tout d'un coup, quand on voit qu'ils sont très conservateurs, on leur dit qu'ils ne sont plus admissibles au sondage. Donc, il y a une manière de réagir où on peut jouer un peu plus dans l'échantillonnage, en fait.
Exactement. Puis ce qui me frappe, moi, je te dirais, premièrement, dans le léger, c'est la baisse constante de la CAQ depuis le début. Là, on parle de 37 %. Moi, je pense qu'ils sont autour de 35 là. C'est à peu près le range, je pense, que la CAQ se situe. Écoute, il pourrait avoir une surprise à la hausse ou à la baisse, là, mais mettons, tu peux dire facilement autour de 35 %. Ce qui est marquant dans le sondage léger, c'est l'égalité statistique de 4 partis. À mon avis, ça, c'est à peu près impossible là, dans le contexte actuel. Tu vois, premièrement, Québec solidaire à 17 %, c'est beaucoup trop élevé. Honnêtement, moi, je pense que le Main Street est beaucoup plus réaliste à ce niveau-là. Le Main Street, tu vois, donne 10 à QS, 10 au PQ. Je pense que c'est pas mal ça. Le PLQ dans le Main Street est beaucoup trop élevé, là, 16,5 %. Moi, je pense que ça va être en dessous de 15 %. Je continue avec ma prédiction que le PQ, PLQ, QS, ça va être autour de 30 % de distribution entre les trois, là. C'est à peu près ça l'appui réel de ces partis d'opposition-là. Maintenant, il semble avoir une tendance éditoriale évidente à faire remonter PSPP, particulièrement dans les plateformes québécoises. Ça crève les yeux. Maintenant, écoute, le Parti québécois est passé de quoi 5-6 % à 15 %, ce qui est quand même, d'un point de vue purement statistique, quand même énorme là, comme augmentation depuis le début de la campagne. Est-ce que ça justifie... Moi, ce que j'entends sur le terrain, tu vas dire, t'es biaisé. Oui, mais il y a quand même des milliers de portes qui sont cognées à chaque jour. Là, puis, le Parti québécois n'attire à peu près aucun appui. Même chose dans le vrai monde, là, je te dirais dans 85 % des comtés, l'appui à Québec solidaire et au Parti québécois est assez marginal. En ce qui concerne le Parti libéral, dans l'appui francophone, on parle d'un parti qui est probablement peut-être même sous les 5 %. Moi, j'ai vu des 2 %, 3 % du Parti libéral dans des comtés de Québec. C'est quand même incroyable. Là. Québec est en bas de 2. En général, Québec est en bas de 2, effectivement. Ils sont disparus. Carrément écoute, disparus. Le Parti libéral avait une dizaine de comtés à Québec, pas plus tard que quoi, il y a 1 ou 2 élections. Oui. Donc, c'est quand même quelque chose. Là, je continue de dire que la disparition, l'effondrement total du PLQ demeure l'un des facteurs les plus importants. Et d'un point de vue stratégique, je pense, dans le cas d'Éric Duhaime, c'est un facteur qui est extrêmement important là, pour aller chercher. Parce qu'il n'y a pas juste des vieux là, qui votent PLQ. Il y a quand même, il y avait comme une frange d'électeurs économiques, je te dirais. D'ailleurs, dans le sondage, c'est assez intéressant, dans le sondage Main Street, les gens qui gagnent le plus cher votent PCQ. La frange en haut de 100 000 $, le PCQ retrouve le plus d'appui par rapport aux autres partis. Avant, c'était définitivement le PLQ là, dans cette classe-là. Donc, tu as là un signal intéressant. Là, on a eu un genre de vote par anticipation assez agressif. Au Québec en général, 20 % des gens sont allés déjà voter. Dans la région de Québec, c'est complètement débile. Là. Sérieux, là. Puis j'essaie de faire un lien avec le fait que la région de Québec est allée voter en masse. Entre autres, Louis Hébert. Bon, Louis Hébert, entre toi et moi, là, je pense pas que Guilbeault est en jeu là, dans cette élection-là. En tout cas, si je me fie au sondage, si je me fie à bien des affaires qu'on regarde, mais 40 % des gens dans son comté à elle sont allés voter. C'est déjà réglé. 40 % dans la région de Québec, Lévis est à 34 % ou à peu près. Donc, dans ces eaux-là, ça veut dire quoi, ça? Pourquoi la région où le Parti conservateur est le plus populaire, ça donne que, on dirait que naturellement, c'est la région où les gens sont sortis le plus rapidement pour aller voter. Et je regarde, ce qu'on me dit, en tout cas, ce qu'on a cité tantôt avec Éric Duhaime, puis que tu m'avais cité hier, Jerry, je ne sais pas si on est en onde, mais tu me disais, Jean Lapierre avait tendance à toujours dire, en fait, il disait tout le temps dans ses chroniques, quand il n'était plus politicien. Quand il y a un vote de masse, quand il y a une pression sur le vote, c'est jamais pour réélire le gouvernement. C'est ça. Donc, tu vois ça comment que la région de Québec est sortie en masse comme ça pour le vote par anticipation? Oui, en fait, c'est plus que la région de Québec. Je lisais tantôt Arthabasca, je pense autour de 30 quelques % aussi. Donc, ce que j'appelle, moi, l'extension naturelle de Québec. Donc, oui, je les inclus là-dedans. Exact. Donc, je pense que Feu Jean Lapierre avait raison là-dessus, dans le sens que là, il faut revenir à la politique 101, la politique de base. Généralement, quand il y a une mobilisation, c'est très, très rare que les gens se mobilisent pour un gouvernement. Les gens se mobilisent généralement contre un gouvernement ou contre un enjeu. Tu sais, exemple, le référendum ou... c'est des enjeux qui mobilisent. Moi, je pense que on va se rejoindre là-dessus. Jeff, moi, je pense que la crise des 2 dernières années, ce que ce gouvernement-là a imposé aux Québécois, je pense que ça va être le plus gros événement
socio-économiques et politiques de notre vie. Là. Je pense pas qu'il va y avoir de quoi de plus gros, à moins qu'il y ait une troisième guerre mondiale éventuellement, ce que je ne souhaite pas. Là. Mais je pense que ça va être la chose la plus importante et ça va redéfinir, je pense, le reste des années qu'on a à vivre. Et il y a une majorité, je pense, silencieuse qui meurt de s'exprimer et qui va le faire pendant cette élection-là. Ça a déjà commencé à apparaître avec le vote par anticipation. On me disait, oui, c'est des vieux qui votent, mais c'est pas vrai. Là. Il y a moi, je regardais la distribution des quelques comtés, là, la distribution des âges de 20 ans à 55 ans, ça l'a voté aussi. Et ça peut... C'est statistiquement généralement favorable à Éric Dupuis. Mr. White allait voter hier soir sur l'heure du souper. Il dit, excuse-moi, c'était tous des gens entre 30 et 50 ans. Là. Exactement. Donc, ça, c'est un excellent signe. Un autre signe qui ne ment pas, puis ça c'est incroyable à quel point ce n'est pas souligné. Il n'y a eu aucun rassemblement par l'ensemble des partis, excepté le Parti conservateur du Québec, dans cette campagne-là, avec, disons, plus qu'une centaine de personnes ou 150 personnes. Là. Seul le Parti conservateur remplit des salles, des gens totalement diversifiés, provenant de backgrounds différents, provenant, je pense, de tous les partis de l'élection précédente. Ça, c'est quand même digne de mention. Donc, il y a, je pense, organiquement, un réel mouvement derrière le Parti conservateur. De quelle manière ça va se transcrire en siège, parce qu'il est un peu là, je pense, le risque. Et ça, je pense que tout le monde s'entend un peu là-dessus, parce que tu peux avoir... à partir du moment que tu arrives dans les 20%, quelques pourcentages au vote global peut avoir des changements de peut-être une dizaine de sièges, surtout quand tu as 5 partis en liste. Là. Si tu as 5 partis en liste, tu peux gagner avec 20 quelques pourcents dans un comté. Il ne faut pas oublier ça. Là. Oui. J'ai parlé avec Éric de la campagne. J'ai parlé... c'est sûr que, tu sais, j'ai fait mon mea culpa après avec Jerry et Mr. White. J'ai dit, on n'est pas fait du même bois. Moi, j'ai un côté immature, un peu plus baveux. Je serai toujours un gars du Banco-Bar à Chicoutimi-Nord. Et Éric est d'une autre gang. C'est un gars plus réfléchi, plus posé. Puis, il m'a expliqué un peu comment, lui, il a fait la campagne, puis il pense qu'il fallait y aller plus prudemment pour ne pas faire peur au monde, parce que les Québécois sont, contrairement aux Américains, même aux Canadiens anglais, c'est des gens qui n'aiment pas trop ça quand ça brasse, puis il a été de cette manière-là. J'ai parlé du Crazy Train. Il me dit, le problème, c'est que, puis il dit, Antoine Robitaille, il en parle ce matin dans le Journal de Montréal, il dit que la campagne est maintenant très montréalisée, c'est-à-dire que non pas les gens, non pas les rassemblements, mais tout le nombre de fois que tu dois aller à Montréal pour soit des débats, soit des rencontres de la Chambre économique, soit pour tout le monde en parle. En fait, tu dois être là aux 2 jours. Donc, il faisait référence au Crazy Train en disant, même si j'avais voulu, il aurait fallu que je prenne un avion parce que on est convoqué tout le monde quasiment aux 2 jours à être à Montréal et pas nécessairement pour voir comme je disais, appuyer les candidats ou encore voir les partisans. Montréal a comme un ordre de fait. Donc, le Crazy Train, il dit, c'est comme physiquement pas faisable si tu n'as pas un avion comme le premier ministre s'est servi pour aller aux îles de la Madeleine. Donc, je veux t'entendre un peu sur le update du Crazy Train. Non, mais ça, c'est vrai. Tous les événements majeurs, je pense, sont à Montréal, mais tu peux quand même, je pense, puis il le fait depuis la semaine passée, quand j'ai introduit l'idée du Crazy Train. Là, il y a quand même eu des arrêts majeurs. Je regardais hier, d'ailleurs, il était à Laval pour, d'ailleurs, une très bonne sortie sur les promesses brisées de la CAQ. Là, ça, c'était quand même assez frappant. Il est allé juste avant, justement, je pense, tout le monde en parle, il était en Mauricie. Pour une annonce là, pour les VTT. Les gens ont ri de ça, mais c'est quand même des enjeux que beaucoup de gens, je veux dire, ça concerne la vie de beaucoup de gens dans beaucoup de comtés, le fait d'avoir des restrictions. En fait, c'est caractéristique de la réglementation stupide au Québec. Donc, si tu es capable d'enlever à différents niveaux des réglementations stupides comme ça dans différents domaines, c'est extrêmement intéressant. Puis je pense que ça va toucher les gens. Pas rien que ça, la réaction de ceux qui le traitent de tout ça. Hey, maudite connerie, etc. Ça, c'est le gars qui vit en ville, que si tu lui donnes un side-by-side, il crisse d'un arbre après 30 secondes. Là. Je veux dire, c'est des gars, tu leur donnes une scie mécanique puis ils se coupent un pied. Il y a une incompréhension des gens de la grande ville, incluant le centre de la ville de Québec et le monde des régions. Ils ne comprennent pas pantoute. Nous autres, on vient des régions. On comprend très bien c'est quoi cette affaire-là. Là. Non, exactement. Puis si tu veux parler de niaiserie puis d'enjeux qui touchent pas le monde, là, on peut parler d'environnement. Je pense que tout le monde veut faire attention à l'environnement. C'est probablement un des grands gains peut-être des 20 dernières années. Je pense que tout le monde est sensibilisé. Mais l'idée le discours
apocalyptique propagé par Québec solidaire qui fait maintenant partie du discours de tous les partis, incluant la CAQ, ça, c'est réellement un enjeu pour à peu près 5 % des gens. Et ça, c'est démontré que c'est jamais un enjeu électoral pour personne, alors que ça nous est enfoncé dans la gorge par les militants activistes dans les journaux subventionnés. Et les médias. Et les médias particulièrement. Donc ça m'apparaît être réellement un enjeu. D'ailleurs, j'ai fait un peu de porte-à-porte là, avec Dr. El Ayoubi samedi passé. J'ai dit, je vais aller donner un petit coup de main. Je vais aller voir un peu. Je voulais faire ça un peu un exercice d'analyse. Je me suis dit, je vais voir vraiment ce que ça se dit sur le terrain. Puis honnêtement, j'ai été surpris des interactions. Tu sais, en passant, les gens, là, on va toujours dire, les gens se font pas... La très grande majorité des gens sont très polis. Là. Tu sais, tu cognes... Passer 2 minutes, là, c'est quand même très humble là, de se cogner aux portes du monde pour te présenter. Puis ça, je lève mon chapeau à tous les candidats de tous les partis. C'est quand même quelque chose là, de dire bonjour, je me présente dans votre comté. T'sais. Puis là, tu vois les gens dans leur chez eux, tu leur parles d'enjeux. Puis tu sais, je vais te dire, les affaires qui touchent vraiment le monde, ça, c'est un vrai sondage. Là. Tu te gardes là, tu essaies de discuter de qu'est-ce qui les touche. La santé, c'est un enjeu majeur parce que tu vois que les gens, il y a toujours eu quelque chose qui les a touchés. Tu vois, il y a un monsieur, il nous dit, la madame à côté, cancer en phase terminale, elle est obligée d'aller à l'urgence. Elle a attendu 20 heures à l'urgence pour être pris dans une... Tu sais, tu te fais dire ça, tu te dis, ça n'a aucun sens. Là. Donc, il y a plein d'enjeux comme ça de santé qui touchent tout le monde. La question des baisses d'impôts, ça touche les gens énormément. Particulièrement beaucoup de retraités qui voudraient retourner au travail et dire, regarde, moi, ça ne vaut pas la peine que je retourne au travail parce que, justement, je gagnerais à peu près rien à cause des déductions. Ben, je pense que le Parti conservateur a quand même des propositions intéressantes qui font en sorte que un retraité de 65 ans et plus aurait quelque chose comme 25 000 net d'impôts. Oui. Tu as des affaires dans même réellement terre à terre qui touchent réellement les gens. Là. Le coût de la vie, toutes ces affaires-là, c'est de ça qu'il parle. L'essence, écoute, il y a une madame qui dit, garde... J'ai déménagé ici parce que les maisons sont moins chères, mais là, je suis plus loin de mon travail, donc je me mange en gaz. Ça, c'est vraiment des enjeux. Pourquoi ils ne parlent pas de ça? C'est des enjeux qui touchent des centaines de milliers de Québécois, puis c'est jamais dans les médias, ces affaires-là. Oui. Hey, une des affaires, j'ouvre une parenthèse, une des affaires, tu parlais de la santé. Quand même drôle de voir, puis j'essaie de ne pas le lire parce que c'est quelqu'un que j'aime pas vraiment, je l'aime vraiment pas, puis je le trouve pas sincère, je pense que c'est fake à mort, mais c'est pas grave. Je vais le dire, Patrick Lagacé, ce matin, le texte de la jeune femme qui s'est suicidée parce qu'elle avait la maladie de Lyme. Il y a 2 choses là-dedans. Là. La maladie de Lyme, il y a des traitements aux États-Unis qu'on ne fait pas au Québec. Donc, il y a moyen parlez-en à Avril Lavigne, là, il y a moyen, si vous êtes aux États-Unis, vous ne mourrez pas de la maladie de Lyme, puis vous n'êtes pas malade pendant des années de temps. Mais ça montre encore peut-être une différence de richesse, je ne sais pas c'est quoi, mais le point, c'est qu'elle s'est suicidée parce qu'elle n'était plus capable de vivre avec ça. Elle est devenue comme dépressive. Et elle voulait se suicider à tout bout de champ. Puis là, ils ont essayé de la sauver par des interventions à l'hôpital, puis dans des patentes, justement, pour contrôler au niveau psychiatrique et tout. Là. Et elle a été traitée de manière épouvantable. À un moment donné, ils ont dit, elle était à Sherbrooke, au chalet de son père, ils ont dit, on ne peut pas te traiter ici. Ça faisait une journée qu'elle était là. Elle venait essayer de se suicider. Et ils ont dit, on ne peut pas te traiter ici parce que ce n'est pas ton adresse principale. Tu dois t'en aller à Montréal. Et à Montréal, il y a de l'attente, donc va-t'en chez vous. Puis quand ils vont avoir de la place, ils vont t'appeler. Et pendant l'attente, elle s'est tirée en bas du building de 16 étages. Donc, là, il raconte ça. C'est drôle de voir la gauche s'intéresser à ces histoires-là, mais en même temps défendre le modèle qui est responsable de la mort de... Je comprends pas ce bout-là, moi. Je veux dire, je suis peut-être pas le plus bright de la gang, là, mais il me semble que j'ai assez en haut de neurones pour comprendre que tu peux pas défendre ce système-là qui... Là, tu n'as entendu des histoires d'horreur dans le porte-à-porte, mais là, on vient d'en avoir... On en a plein. On a plein d'histoires demain. Comment tu peux défendre le statu quo? Comment tu peux t'élever contre les idées de Éric Duhem sur la santé et de Karim El Ayoubi? Comment tu peux vouloir continuer ce qui ne fonctionne pas? Non, c'est toujours incroyable à quel point il parle des 2 côtés de la bouche. Premièrement, quand c'est la droite qui parle de ces idées-là, c'est l'extrême droite, #l'extrême droite, oui. c'est le retour en arrière, la grande noirceur, etc. Mais quand c'est des enjeux qui les touchent, là, faudrait peut-être revoir certains modèles. Regarde, je te donne un exemple important. Là. Tu vois, Justin Trudeau, dans les derniers jours, s'est prononcé contre...
il y a une vague de Écoute, j'ai pas trop suivi cet enjeu-là, mais je pense que, Jerry, il y a une vague de protestation, je pense, en Iran, de femmes qui enlèvent le voile ou des trucs comme ça. Là. Bref, exactement. Il y en a toujours eu un peu, mais là, je pense que c'est comme plus intense que d'habitude. Parce que c'est une fille qui s'est fait arrêter par la police. Elle portait son voile d'une façon un peu plus libre, si je peux dire. Elle avait son voile, mais il n'était pas très bien mis. Là, la police l'a arrêté, il l'a emmené au poste de police, puis quand il est ressorti, il était couché, il était décédé. Là. Ils l'ont battu au poste de police, et là, le monde ne l'ont pas pris. Là. Wow, ouais. Non, mais c'est ça. Et le point, c'est que Justin Trudeau, en grand défenseur des droits et libertés, s'est prononcé en disant qu'il se tenait debout pour le droit des femmes. Et là, c'est assez incroyable de penser que, imaginez, dans les dernières 2 années, il y a des femmes qui ont été arrêtées, premièrement, pour avoir manifesté. Il y a des femmes qui ont été qui ont eu des amendes congédiées pour avoir été chez leur mère. Exactement. Il y a des gens qui ont été congédiés, qui ont été traités comme des moins que rien. Moi, j'ai vu, là, c'est incroyable. Là. Puis remarque le nombre de femmes qui sont candidates au Parti conservateur du Québec, des femmes, des professionnels, des ingénieurs, des biochimistes qui se sont fait traiter comme des moins que rien. Puis où était justement cette bonne gauche-là pour défendre la diversité et les femmes qui s'affirment. Puis en passant, là, les femmes au pouvoir, tout ça, il vient d'avoir une femme qui va probablement être élue là, en Italie. Et toute la réaction de la gauche et des médias paternalistes, ça a été de dire « Ah non, ça c'est pas bon. » là. En fait, moi, ce que je te prédis, c'est assez drôle, Jeff, c'est que la vague de droite qui s'en vient dans tout l'Occident, dans le présent et dans le prochain cycle, là, ça va être la gang d'hystériques de la gauche radicale et des médias qui vont questionner le résultat des élections. Check bien ça, c'est ça qui s'en vient. Ça va être très drôle. Mais écoute, je la connaissais pas, mais là, quand tout le monde à l'unanimité me dit que c'est de l'extrême droite, j'ai dit, moi, je vais toujours aller écouter quelques discours de cette madame-là. Excuse-moi, là. Je veux dire, je sais pas, j'ai pas tout suivi, là. Je sais pas ce que j'ai vu, parce que là, on parle de Hitler, on parle de paquet d'affaires, là. Là, on sait même pas si on veut l'avoir à la table du G7, ça, c'est Justin Trudeau qui a dit ça. Hey, mais ça, c'est incroyable en passant. Écoute, je disais ça hier, j'étais pas certain, j'ai dit, premièrement, parce que la première ministre britannique a comme félicité la dame sur Twitter, puis les autres chefs d'État l'ont pas fait encore. Et là, questionnait Justin Trudeau à savoir qu'est-ce qu'ils allaient faire. Là, il a dit... On va être très prudent, on va attendre de voir. Comme si la première ministre, et ça, c'est un premier ministre du G7, démocratiquement élu, il faut le dire, du Justin Trudeau, il a été élu et réélu. Il y a personne qui, je pense, qui conteste ça. Et là, lui vient de dire qu'une première ministre élue d'un pays du G7 pourrait potentiellement ne pas avoir sa place à la table du G7. Mais c'est incroyable. Là. Pourquoi que c'est pas sur la page couverture des médias avec des gens qui s'insurgent de ça? Là, il y a tellement de scandales comme ça, d'atteinte au principe soi-disant sacré que la gauche est supposée défendre et personne ne réagit par rapport à ça. Non, on va parler une semaine et demie des taxes puis du compte d'hydro à Éric Duhem à Québec. On peut parler des pamphlets aussi. Je veux parler des pamphlets, ça, c'est d'un gros sujet. Mais le bout que j'ai entendu d'elle, là, Jo, je te le dis, là, j'ai l'impression que si, mettons, elle vient à parler de ce que j'ai entendu, là, la famille... leur religion, de qui ils sont. Après ça, il n'y a pas de fait de woke, puis moi, je suis elle, puis lui, il. Non, c'est ça. Ils ne veulent pas se dénaturer. Ils veulent pas excuse-moi, là. Elle s'en vient, puis elle est chef, mettons, je ne sais pas quel parti. Tu sais. Elle s'en vient au Québec, la CAQ perd la moitié de sa gang, là. Je veux dire, elle gagne. Écoute, ce que j'entends, puis c'est ça, c'est quand même une observation incroyable, comment le paysage est en train de changer au niveau politique au Québec. Les clientèles qui étaient naturellement associées au Parti libéral du Québec, par exemple, beaucoup de clientèles immigrantes au niveau musulman, au niveau juif, etc., je vais vous dire, ces gens-là, d'un point de vue sur plein d'enjeux, ils sont très conservateurs, là, notamment sur l'avortement, sur avoir le choix d'avoir l'école à la maison. Et le fait que le Parti libéral a viré vers une gauche hystérique, alarmiste climatique, le LGBT barbecue, etc. Là, ça, c'est en train de, je pense, d'avoir une déconnexion profonde avec ces milieux-là qui sont, je pense, plus conservateurs sur certains enjeux. Et ils ont totalement le droit en passant. Et naturellement, les politiques du Parti conservateur de libre choix, ça attire ces clientèles-là. Et ça, c'est incroyable que le Parti libéral perde des blocs complets d'appui qui lui étaient normalement
attribué là, sans aucune compétition. Là. Plus les anglophones qui ont été mis à mal avec l'histoire du projet de loi 96. Et c'est assez incroyable, Jeff. Je lisais hier, je pensais que c'était une farce. Des fois, je me pince à savoir si on est dans la réalité. Là. Dominique Anglade va terminer sa campagne à coups de jouac. Hein? Écoute, elle est menacée dans son propre comté. La femme va terminer sa campagne à coups de jouac. Ouais. Les 2 derniers jours, en fait. Je pense qu'elle va peut-être revenir à Montréal. Et là, il disait peut-être que mais là, vous n'avez pas peur que l'avion ne puisse pas décoller parce que peut-être la météo, là, à coups de jouac. Hashtag la crise climatique. Oui. Là, elle dit non, je ne suis pas inquiète, je vais revenir à temps. Fait que, ça serait quand même assez drôle que la dame soit pognée à coups de jouac et qu'elle ne puisse pas voter là, dans Saint-Henri-Saint-Anne. Hey my God. Hey, là, on doit te rejaser la semaine prochaine parce qu'on va avoir... la semaine prochaine, c'est ça. Ça va être l'heure des bilans. Donc, on va parler de bilan la semaine prochaine. Bonne soirée électorale, mon ami Joe. Puis, on se reparle. Hey, écoute, là, on me dit, entre les branches, j'entends qu'il y aurait un rassemblement du Parti conservateur du Québec à Montréal pour, je pense, démontrer que Éric Duhem est capable de remplir des salles partout. Donc, moi, ça, je trouve ça intéressant. Ça serait, je pense, un signal incroyable. Encore une fois, je vous dis, il faut revenir à la politique 101. Qui attire des foules, qui a des follow-ups sur. Qui a de l'attraction sur les médias sociaux. Qui a des likes? La gang à GND n'ont pas de likes. Hey, regarde, mais il y a quelque chose qui est incroyable. Moi, TikTok, là, Jeff, là, je suis un observateur là, de TikTok. J'observe, je suis fasciné par ce média-là. Et remarque à quel point tu as des gens, pas dire des nobody, là, mais des gens qui font des trucs sur le Parti conservateur, qui s'affirment là-dessus. D'ailleurs, notre ami Acide Blais, ma découverte de l'année, est une machine. a fait une intervention incroyable. Puis ce gars-là, OK, on s'entend-tu que c'est pas le conservateur typique de la région de Québec avec un pick-up? Non, c'est ça. Fait que si tu vois que c'est un gars, ça, il avait fait plusieurs interventions intéressantes sur des lois complètement débiles sur le français. Tu sais, c'est un gars, tu vois que ça, c'est la jeunesse active qui veut vivre, qui veut prospérer, puis qui n'arrête pas de se faire chier par l'État avec des lois débiles. Puis un discours de liberté au sens profond, comme Éric Duhem dit, ben, ça va chercher cette clientèle-là. Puis ça, je pense que c'est sous-estimé actuellement. Thank you, my friend. Garde un bon 24 minutes, c'était le fun. Joe Hamel est avec nous autres. On revient avec la boîte à Jerry pour finir sur Radio Pirate Live. This is going to give you the energy to go on. Radio Pirate. Radio Pirate. I love it. Radiopirate.com. Radio Pirate. Est-ce qu'on est prêt pour la boîte, mon ami Jerry? Oui. Oh yes. Là, sur Radio Pirate Live, c'est un gros Radio Pirate Live aujourd'hui. Regarde, on va dire de quoi il y avait du stock. Et c'est pas fini. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte, Jerry? J'ai une petite parole de politique. Tu sais, on parle... On est surpris un peu des personnes qui sont allées voter. Il y a de l'engouement, vraiment. Puis dans la région de Québec, ici, énorme. Là. Mais quand même, au Québec, généralement, si on prend, je pense, c'est-tu 22 je pense que j'ai vu. Donc, c'est beaucoup. Le monde va voter. C'est une bonne chose. Mais l'affaire, je suis allé voir, je dis, c'est quoi le taux? La dernière élection, là, c'était 66,5 des gens qui avaient été votés. Ça ressemble à peu près à ça. Ça va être aux alentours de 66-68 %. Oui, mais quand il y a une certaine frénésie, mais c'est ça que je trouve capoté, c'est les variations. Oui. Parce que 2014, on était à 71. 2012, on était à 74. Oups, quand on regarde ici, 98 avec Bouchard, 78 Mais... En 94, avec toute l'histoire là, de société distincte, avant le référendum, tu sais, ça a brassé politiquement au Québec. Il y a des gens qui étaient frustrés, il y a des gens qui voulaient... Ça a brassé là, les histoires avec le fédéral. 81 des Québécois sont allés voter. Donc, ce que je veux te dire, c'est que quand tu frappes l'intérieur, il y a du monde là, qui ont été, avec la COVID, ils ont été frappés intérieurement. Oui. Et je pense mais que on n'aura plus ces chiffres-là. Je comprends, mais moi, je suis convaincu qu'on va approcher de 75. OK. Alors, moi, je dis qu'on pète le 90. Ah non, oublie ça. Oublie ça, ça n'arrivera pas cause. C'est que la population québécoise a changé. Et les immigrants, beaucoup n'ont pas... Tu sais, c'est souvent, ça va être une implication de deuxième génération. Donc, on a beaucoup d'immigrants, surtout pour la région de Montréal. Donc, sur le total... pogner 70, c'est dur aujourd'hui. Mais tu sais, en 2008, Charest a fait 57. 57 %, ouais. Pense à ça 2 secondes.
tu as une variation entre 57 et 81 C'est pour ça que je te dis que 68 là, en 2022, ça va être gros. Ça va être un beau succès. Non, mais là, en 2008, là, c'était l'élection après les 41 députés en 2007 de la DQ. Oui. Donc, ben oui. Puis ça avait été un gouvernement minoritaire. Puis il y avait eu une élection un an après parce que la DQ s'était effondrée. Ouais, exactement c'est ça. ça. Donc, Oui, les ADQ ne sont pas allés voter. Exact. Voilà. Oui, c'est ça. On avait été Mais quand, oui, il on a avait été été chaudé pas mal. Échaudé, mais c'est ça l'histoire. Moi, je pense que quand tu touches l'intérieur des gens, il y a beaucoup de monde qui vraiment, là, il y a du monde qui ne sont pas habitués d'aller voter, puis ils disent, moi, je pense qu'on va pogner un 75. Est-ce que tu veux savoir pourquoi la région de Québec est une région... Quand on parle de la région de Québec, là, ça inclut la Beauce, ça inclut Arthabasca, ça inclut un paquet de monde, Port-Neuf, même on s'en va jusqu'à Charlevoix quasiment. Oui. Tu veux savoir la raison pourquoi la raison, on ne la savait pas, mais là, on la sait maintenant parce qu'il y a un grand sociologue qui sait exactement pourquoi la région de Québec est plus conservatrice. Mais pourquoi le vote conservateur prend mieux? Pourquoi le terreau est plus fertile? Ah, nécessairement les radios toxiques, ça, c'est indéniable. OK, vous lâchez pas là-dessus. Non, mais je pense... Non, c'est incroyable. Le gars est plus sur le poste pantoute, là. Quand même ton animateur s'en rend compte, là. Le gars est plus sur le poste. Là. Mais c'est eux autres qui l'invitent pareil. Oh oui, mais... C'est eux autres qui l'invitent pareil. Laissez-les, lui. Je veux dire, ce monsieur-là, c'est un monsieur bourré de grogne, bourré de haine. C'est un gars aigre. Ton analyste politique que tu invites, à chaque fois que tu l'invites, il parle des radios toxiques. Oui, puis tu le réinvites une autre fois, les radios toxiques. Oui, mais son message, tu l'as bien décortiqué. Ce qu'il veut dire, c'est que le petit monde, entre guillemets, le monde pas intelligent, voilà, se font manipuler par les radios toxiques. C'est ce qu'il veut dire. Donc, quand il a parlé de la basse-ville puis des banlieues. C'est ça, c'est la haine du monde. C'est la haine du monde. C'est le péteux de la Haute-Ville qui regarde les gens de la Basse-Ville et des banlieues comme de la marde. C'est exactement ça, son message. C'est pas d'autre chose. Il est sociologue, lui, mais moi, je détecte le message du sociologue. C'est un sociologue très méchant. C'est quelqu'un qui a beaucoup de méchanceté en dedans de lui. Mais ça, on a vu ça tout le long qui est au pouvoir, d'ailleurs. Si ce gars-là avait été... En passant, le maire de Québec et la mairesse de Montréal, qui veulent 2 milliards. 2 milliards par année pour les changements climatiques. Êtes-vous complètement... Et puis le gars utilise Fiona, puis il avait utilisé il n'y a pas longtemps les glaces de l'Antarctique. Excusez-moi, là, y a-tu quelqu'un qui va les ridiculiser au point, au moment donné, ils vont se former à boîte, là? Parce que c'est quand même notre argent, là, c'est 2000 millions de dollars par année pour essayer de combler des affaires qu'ils n'ont pas été capables de payer avec les taxes qu'ils ont demandées, là. En fait, ils veulent se servir des changements climatiques, l'obsession des changements climatiques, alors qu'on gèle le cul depuis 2 semaines, comme d'habitude. Ça va être, regarde, idéal pour justifier des versements importants aux grandes villes du Québec. 2000 millions par année. Par année? Non, c'est des valeurs. C'est carrément des valeurs. Dans la boîte pour la suite? Ah, j'ai des affaires. J'ai fait un peu de poubelle, là. Non, je m'excuse. C'est un mélange. Ben oui, excuse d'abord. Vu que j'ai fait un bout de poubelle. OK. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. La poubelle à Jeff. Est faite. Elle est faite. La poubelle est faite. Elle est faite. Là, je pige dans la boîte. Yes. Il y a du monde. C'est drôle. Ça, c'est une histoire. C'est assez européen comme histoire, mais tout le monde connaît Shakira. OK? Shakira qui doit de l'argent. Ben oui. Mais l'affaire, c'est que... Shakira, la crosseuse. Shakira. C'est une crosseuse. Shakira. Il a dit à TVA, j'ai écouté Paul Larocque, là, il a dit, ben oui, mais là, Shakira, la chanteuse, la madame qui se brasse les faufounes. Qui danse les faufounes. Brasse les faufounes. Brasse les faufounes, elle a peut-être de l'argent de caché, elle ne paie pas ses impôts. Là. Qu'est-ce que t'en penses? Luc Lavoie. Ben Shakira, là, elle peut aller ce que je pense. Donc, il y a un juge espagnol, un juge catalan, on est en Catalogne. Donc, le juge a dit, oui, j'autorise le procès. Donc, il va y avoir un procès pour vrai. Donc, Shakira, faut qu'elle se défende. Donc, elle doit 14,5 millions d'euros au gouvernement espagnol. Mais ce qui est, je dis drôle. Est-ce qu'elle l'a, tu penses? Moi, je dis qu'elle l'a pas. Moi, je dis qu'elle l'a pas. Moi, je pense qu'elle l'a pas.
Elle a de l'argent. Pas qu'elle l'aurait pas. Mais là, elle vient de se séparer avec Piqué, là, le gars du football. Là. Piqué Souben? Non, pas Piqué Souben, l'autre. Le défenseur de Barcelone. Les autres, ils vivent à Barcelone. Donc, le problème, c'est elle est tout seul, là. Elle n'a pas le gars pour venir payer en arrière. Là. Non. Et il est là le problème, là. Mais ce qui est spécial... Tu sais, Lady Gaga m'a fait faillite il n'y a pas longtemps, là. Donc, tu sais, c'est pas parce qu'un chanteur ou une chanteuse est populaire qu'ils sont riches, a pu finir. Là. Et ce qui est particulier, c'est qu'il y a comme une... Tu sais, dans le potinage, là, tu sais, vraiment le potinage du potinage, là. Il y a du monde qui veulent qu'elle aille en prison. Parce qu'elle peut... Si elle est condamnée... Mais pourquoi le monde veut ça? Parce qu'elle a lâché Piqué. Puis le joueur de foot, il est tellement populaire. C'est un dieu. Là. C'est comme un dieu. Mais c'est elle qui l'a lâché ou c'est lui? Il me semble que c'est lui qui l'a lâché pour un autre. Non, lui, il l'a pas lâché. Lui, il s'est fait pogner avec une autre fille. Bon, ben c'est ça, là. C'est pas de sa faute à elle. Non, mais je sais. Mais on parle de potinage. Non, elle a voulu qu'elle reste comme une bonne fille. Ça veut dire, elle reste comme une bonne fille. Ben OK, oui, c'est pas grave. C'est pas grave. Mon amour, c'est pas grave. Il a fallu qu'elle fasse La ça. prochaine fois, tu me le diras, je vais vous trouver. Shakira, elle vaut 300 millions, là, de ce que je lis sur... mais correct. Mais regarde, ça, c'est fortuné. Tu disais que Lady Gaga valait 200 millions, finalement, elle était un cheveu de la faillite. Tu veux dire, ouais, c'est ça. On ne connaît pas les comptes de banque de personnes. En tout cas. C'est des chiffres estimés, là, ça vaut ce que ça vaut. Ce qui arrive, c'est qu'elle, Shakira, n'a pas voulu s'entendre à l'amiable avec l'impôt. Là. Elle n'a pas voulu. Donc, c'est ça l'histoire. Là. Normalement, elle a pu régler ça. Là. Tu fais un chèque, mais elle n'a pas voulu. Hey, t'en veux-tu du patinage? Oui, moi, j'adore le patinage. Comment s'appelle la fille qui avait les boules à l'air dans le vidéo là, de X, là, quelque chose? Là? La top modèle là, européenne. Là. Elle fume un peu, les cheveux noirs, elle est super belle. Là. Oui. Rastrinski. Oui, Émilie Rachowski. Émilie Rachowski. Oui, Ratashkovski. OK, ouais, ça ressemble à ça. Moi, je l'ai dans Elle a eu un bébé, là. Oui, elle a eu un bébé. Elle s'était mariée avec un gars, je pense que c'est un New-Yorkais. Et elle a eu un bébé, puis... mais là, elle est divorcée. Déjà? Oui. Et elle serait avec qui? Émilie Rachowski. Oui. Elle est avec Piqué. Non. Elle est avec François Legault. Non, elle est avec... Ben quoi? Non, continuons! Émilie! Ben, je l'aime, moi, Émilie. Là. Elle va parler de français, là. Ça sent bien. On lui laisse 6 mois. On lui donne 6 mois. On lui laisse 6 mois. Puis après ça, c'est presque 6 mois. Je la laisse aller. Hein? Non, elle est avec Brad Pitt. Ben non! Arrête! Te jure! Hey, Brad, il est solide. Non, Brad, il est solide. Wow! Hey, elle a 31 ans, lui, il a 58. Boum! Là, Jennifer est l'autre bord, puis là, Jennifer! Elle attend Jennifer. Jennifer, la fille de Friends. Ben, coudonc, il se branche pas. Il veut pas venir. Il veut pas revenir, le petit Il veut pas venir. Hey, il y a eu un marathon en fin de semaine. Je t'en parle parce que moi, j'aime ça les marathons. J'en ai fait des marathons. Mais l'affaire, c'est qu'il y a un gars qui a égalé mon record. Comment tu pesais quand tu as fait ton marathon? Je pesais 225. Ah, oui, c'est pas pire. 225 livres. Quand même, là. Oui, mais c'est du stock, là. Mais quand même, j'ai fait... Non, mais 225 livres. J'ai fait 8 marathons. C'est ça, 3. J'ai fait 8 marathons. J'ai fait une douzaine de demi-marathons. J'ai eu une période, un genre de 8 ans de ma vie, que j'étais pas mal sur le jogging. Mais là, ça a changé. Mais la fin, c'est que le gars, il a fait mon record. Là, t'es sur le fooding. Oui. Eliud Kipchoge. Oh! Mais Eliud, c'est un des plus grands marathoniens de l'histoire. On s'entend dessus, il est incroyable. Et il a fait mon record. C'est-à-dire? C'était extrêmement... J'étais vraiment... Je me suis fait... J'ai à côté mon record. Ben voyons, c'est quoi cette histoire? Moi, un record. Moi, j'ai fait 2h01. 2h01 minute. Pour un 10 km? Lui, il a fait 2h01 minute aussi. Moi, c'est pour le demi, puis lui, c'est pour le marathon. Ah! OK! Donc, si on part en même temps, moi, je fais un demi, on rentre en même temps au fil d'arrivée. Donc, toi, t'as fait le 21. Il vient me chercher. Toi, t'as fait le 21, puis il a fait 42. C'est ça. 21.1, lui, il a fait 42.2. On part en même temps, un coup de gun. 2h01, là, 40 km, c'est malade, là. Sérieux. Non, c'est inimaginable. Non, c'est tellement inimaginable. Est-ce que vous courez? Tu dis, OK, moi, j'aime ça de jogger. Est-ce que je cours? Parfait. OK. Vous courez. Vous n'êtes pas capable de faire le pace de 1 km. C'était quoi ton meilleur 5? Mon meilleur 5?
Oh, attends, là, tu me fouilles dans ma mémoire. Mon meilleur 10, c'est 52 minutes. C'est très bon. Mon meilleur 10. OK. Moi, mon meilleur 5, ouais, j'ai fait un 5, 22 quelque chose. Je ne me rappelle pas le nombre de secondes. C'est très bon. 22 quelque chose. Oh, c'est très, très... Naturel. Regarde. Beau pace, là, régulier. Ça fait longtemps, là. Mais je veux dire, naturel. Là, mettons, je recommence à courir. J'avais un genou neuf, là. Je recommence à courir naturel. Après une semaine, je cours 25, 26. Ma blonde, ça l'énerve, ça. Elle dit, sacrément, toi, t'arrêtes de courir, tu recommences. Boum, c'est pas comme une. Mais regarde, des fois, c'est le même. Oh oui. Mais 4 heures, pas 4 heures, 40 km, 2 heures, je veux dire, c'est inimaginable. Parce que la fois qu'on a fait un 22, on était une gang de chums, on était 2-3 chums. Puis c'est 5 km, là. C'est pas gros, 5 km. Tu veux mourir, là. Non. Tu fais 22 sûr. Quelque chose, après, elle voulait mourir, là. J'avais juste hâte de prendre une bière, là. J'avais soif. Parce que, regarde, tu peux pas, tu niaises pas, là. Mais le record de 2 heures du marathon est toujours à battre, là. Lui, il l'a déjà battu, le record du marathon, mais il n'est pas officiel. Vous vous en souvenez? À un moment donné, et lui, il a fait 1h59-41. Lui, ça veut dire qu'il fait 15 minutes par 5. Ben oui, il colle ça, là. C'est ça. Il fait pas juste le premier quart d'heure, il fait tout. Mais moi, je vous dis, son pace, je prends son marathon, je prends sa vitesse sur 1 km. Moi, je dis qu'il y a une personne sur 1000 qui est capable de faire 1 km à son pace à lui, là. Lui, il fait pendant 42, là. Ah non, c'est inimaginable. Tu fais 22, 40, 22, 50, tu veux mourir. Lui, il fait 15, il fait 15, puis il fait un autre 15. 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 Puis il fait un autre 15. C'est malade. Non, c'est malade. C'est inimaginable. Il faut les voir passer. Pour comprendre. Pour comprendre. Tu es sur le bord de la rue, tu le vois passer, là, tu dis, ça se peut pas. Là. Le gars, il fait un 10. Ouais. Non, il fait pas un 10. Il fait un marathon. Je te mets dehors parce que là, Mr. White, Mr. Senior Blanco, il veut péter sa coche. Là. Qu'est-ce que t'as? On a fini. Ben oui, c'est parce qu'on a étiré aujourd'hui. Là, c'est du bonus. Oui. On vous donne du bonheur, Radio Pirate Live. Hey, si vous voulez devenir membre de Radio Pirate et en avoir plus encore, allez sur radiopirate.com. Thank you tout le monde. Merci Jerry, merci à Joe était là, bien sûr, Éric Duhem et merci à Mr. White. Gros show. On se reparle demain. See ya. 100% Pirate Radio. Pirate. RadioPirate.com.